Une ombre se glisse sous l'arche, et la course-poursuite commence. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Laissez un commentaire ci-dessous. Vous animez vraiment cette communauté. Dévoilons la vérité. C'est par une matinée brumeuse et humide de fin octobre que l'affaire du Cobblestone Arch fit son apparition dans nos vies. Les lampadaires de Baker Street n'étaient pas éteints depuis longtemps, et la lumière grise et humide de l'aube filtrait à contre-cœur à travers les vitres striées de suie de la fenêtre de notre salon au 221B. J'étais à table, à moitié absorbé par un article de neurologie dans The Lancet, tandis que Holmes, enveloppé dans sa robe de chambre en flanelle couleur souris, se tenait devant le foyer, jetant distraitement la cendre de sa longue pipe en terre cuite dans la grille. « Remarquez, Watson, » dit-il, brisant le silence tandis que ses yeux scrutaient la rue en contrebas, que l'homme boiteux qui vient de passer devant notre porte possède un poméranien qui adore l'eau de rose. Je levai les yeux, habitué à ce genre de déclaration, mais néanmoins piqué. « Allons, Holmes, vous ne pouvez pas. » Mais avant qu'il puisse déconstruire ce raisonnement apparemment impossible, un coup sec à la porte annonça l'arrivée de Madame Hudson. Elle entra portant une carte de visite sur un plateau d'argent, le front plissé par une légère inquiétude. « Il attend en bas, Monsieur Holmes. Il dit que c'est urgent, et sa voiture a été arrêtée 2 fois par des hommes de Bow Street à cause de la vitesse à laquelle elle roulait. Je n'ai jamais vu un homme aussi pâle, et c'est peu dire vu le brouillard. » Holmes prit la carte avec sa langueur habituelle, plissant les yeux à travers le brouillard opioïde de ses pensées matinales. Puis, une lueur d'intérêt traversa son visage de faucon. « Ah, murmura-t-il, Sir Basil Rathmold, le sous-secrétaire d'État à l'intérieur. Watson, je crois que nous allons avoir droit à une énigme digne de ce nom. » Quelques instants plus tard, un homme mince et à l'allure aristocratique entra dans notre logement. Il retira ses gants d'une main tremblante, révélant des mains tachées de nicotine qui tremblaient d'une agitation à peine dissimulée. Ses joues étaient pâles comme l'insomnie, et son regard, bien qu'intelligent, lançait des éclairs comme celui d'un homme traqué par la peur. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » commença-t-il en inclinant la tête. « Veuillez pardonner. Mon intrusion à une heure aussi indécente, mais je crois qu'un crime abominable a été commis, et dans des circonstances si particulières que je craignais qu'aucun agent ordinaire n'en saisisse la gravité. « Ah, s'il vous plaît. » Holmes lui fit signe d'un geste du poignet vers une chaise. « Vous pouvez parler librement. Il est peut-être tôt, mais l'esprit est toujours occupé. » Sir Basil prit un moment pour se ressaisir, puis commença. « L'affaire concerne un certain monsieur Edwin Malloren, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères et célibataire aux passions, personnelles. Hier soir, vers 21h30, son corps a été découvert sous l'arche pavée de Bowley Lane, une étroite artère près du temple, juste à l'est du quai. » Les yeux de Holmes se plissèrent. L'arche de Cobblestone, un endroit étrange pour mourir. Pour un homme d'État. Tout à fait. Il était connu pour fréquenter le quartier tard le soir. L'anonymat est facile à préserver dans ce dédale de ruelles. Mais ce n'était pas une simple agression. Il a été retrouvé assis, le dos contre la pierre, les mains croisées de façon anormale sur ses genoux. Aucune blessure visible, aucun vêtement défait. Pourtant son visage, mon Dieu, avait l'air de quelqu'un qui a aperçu quelque chose d'infernal. Je me suis penché en avant malgré moi, fasciné. Et la cause du décès ? Le coroner, un certain docteur Fenwell, soupçonne un empoisonnement, mais d'un type difficile à identifier. Il n'y avait aucune trace d'effraction sur lui, ni aucune indication immédiate de ce qu'il avait consommé, aucune trace d'aiguille. Son portefeuille et son étui à souverain étaient intacts. Holmes tapota ses doigts. Une mort anormale dans une pose anormale. Et vous dites que l'homme était assis sous l'arche comme si c'était intentionnel. Précisément. Comme placé ou mis en scène. Il y a plus, je suppose. Sir Basil hésita, puis sortit de sa poche de poitrine une feuille de parchemin épais pliée. On l'a trouvée dans la doublure de son chapeau. Elle avait été...
ouverte proprement, et le message dissimulé entre le feutre et la soie. On ne l'a découvert que lorsque les hommes de Bow Street ont récupéré ses effets personnels. Holmes déplia le parchemin et le tint à la lumière. « On dirait que c'est du latin, murmura-t-il. Une citation de Lucrèce, rien de moins. Car sous les grottes dorées et tremblantes... » Traduction, demandai-je. « Car sous les cavernes dorées et tremblantes, songea Holmes. La phrase se poursuit ailleurs, bien sûr, mais cela suffit à soulever la question. Que se cache-t-il sous les cavernes tremblantes, Watson? Et pourquoi une telle phrase serait-elle dissimulée sous le chapeau d'un fonctionnaire mort? Sir Basil nous regarda tour à tour. C'est précisément l'énigme. Monsieur Malloren était un homme prudent, discret, jusqu'à la paranoïa. Il devait savoir quelque chose qui s'éteint avec lui. À moins que ce ne soit pas le cas, conclut Holmes d'une voix froide et grave. Watson, prépare ton manteau. Sir Basil, tu nous accompagneras sur les lieux. Je suppose qu'il est encore intact? Barricadé. Lestrade est déjà là, mais il a, je le crains, atteint les limites de son imagination. Holmes s'autorisa un léger sourire. Tant mieux. Watson a porté la lentille. Cette arche pourrait bien livrer ses secrets à celui qui écoute en silence. Ainsi, en moins d'une heure, nous nous retrouvions à sillonner les rues londoniennes embrumées de brouillard, dans le coupé noir de Sir Basil, les sabots du cheval faisant jaillir des étincelles sur les pavés humides. La foule matinale n'avait pas encore commencé son agitation, et la ville semblait déserte, telle une scène attendant ses acteurs. Bowley Lane était l'un de ces recoins oubliés de Londres, coincés entre respectabilité et ruine. Ces bâtiments penchaient comme des conspirateurs, et la brume s'accrochait à leurs briques comme une substance sensible. Là, à son coude tortueux, s'élevait l'arche pavée, une étroite courbe de maçonnerie recouverte de lierre, reliant deux entrepôts abandonnés et plongés dans un crépuscule perpétuel. Le corps avait été enlevé, mais l'empreinte de son emplacement subsistait. Une faible silhouette dans la crasse du mur de pierre, deux creux dans la terre humide et gelée, où les bottes de Malloren avaient reposé. Lestrade, à la moustache frémissante d'agacement, nous salua sèchement. « Holmes, docteur, bonjour. Étrange celui-là, aucun signe de lutte, aucune odeur de gin ou d'opium, propre comme une allée d'église, sauf une chose. » Il fit un geste vers le côté de l'arche où une marque à la craie, petite et presque imperceptible, avait été tracée à hauteur de la taille. « Un chiffre, » dit aussitôt Holmes en s'agenouillant devant. « 2 diamants entrelacés, très faibles. Watson, fais-en un croquis. J'avais pensé que c'était une bêtise d'enfant, admit Lestrade, mais maintenant, ce n'est pas un travail d'enfant, dit Holmes d'un ton neutre. Cette marque fait partie d'un schéma, un signal peut-être, ou une limite. Et remarquez, il y a des abrasions correspondantes sur les pavés, juste ici. Il tapota 2 éraflures à peine visibles avec sa canne. Récentes, pas plus de 12 heures. Quelqu'un a déposé quelque chose ici, ou l'a récupéré. Nous sommes, messieurs, dans un théâtre dont le rideau vient à peine de se lever. Il se leva, brusquement les yeux illuminés par le frisson de la poursuite. « Viens, Watson, voyons ce que le mort a vu à sa dernière heure, car je soupçonne que les cavernes tremblantes de Lucrèce ne se réfèrent pas à la poésie, mais à quelque chose qui se trouve sous nos pieds. » Le silence de Bowley Lane était surnaturel, même au cœur de Londres, où l'on pouvait toujours compter sur le fracas lointain d'un fiacre ou le sifflement d'un garde-barrière. L'atmosphère semblait suspendue, les briques elles-mêmes semblaient penchées vers l'intérieur, comme à l'affût d'un secret. Un brouillard épais et huileux enveloppait Cobblestone Arch, hésitant à se dissiper avec la lumière du jour, et je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression d'avoir pénétré dans un lieu pas encore totalement déserté par les morts. Holmes, accroupi sous l'arche, tenait sa loupe sur les pavés éraflés et resta silencieux pendant plusieurs minutes. Il se déplaçait avec une précision étrange, ajustant parfois l'angle de sa tête ou écartant des débris du revers de son gant.
Pour un œil non averti, il semblait scruter une simple tache humide sur une rue défoncée. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas perturber l'étrange tranquillité de son esprit lorsqu'il était en activité. L'inspecteur Lestrade se tenait à proximité, se balançant impatiemment sur ses talons. « Vous voyez quelque chose, Holmes ?»« Beaucoup, » répondit Holmes sans lever les yeux. « Mais il reste à voir ce qui est précieux et ce qui est délibérément trompeur. » Lestrade renifla doucement. « À mon avis, la seule chose qui puisse induire en erreur, c'est l'idée que Malloren ait trouvé la mort ici. L'endroit a l'air trop propre. On dirait que le pauvre diable était, comment dire, posé. » Holmes se releva enfin et s'essuya les genoux. « Une observation judicieuse dont je vous félicite, Lestrade. En effet, nous ne sommes pas seulement confrontés à un crime, mais à un récit. Quelqu'un a inscrit un message dans ce tableau et c'est à nous de le déchiffrer. » Sir Basil Rathmold, qui avait gardé un silence respectueux jusque-là, fit un pas prudent en avant. « Croyez-vous qu'il s'agissait d'une mise en scène, monsieur Holmes ? Je crois que le décor a été choisi avec soin. La mort de monsieur Malloren a peut-être eu lieu précisément à cet endroit, mais le choix de cette arche, isolée, riche en symboles et architecturalement unique, n'est pas fortuit. » Il se tourna brusquement vers le chiffre à la craie pâle que Lestrade avait indiqué plus tôt, 2 diamants entrelacés, à peine plus gros qu'un timbre-poste marqué juste à droite de la base de l'arche. « Notez la précision de ce symbole, » dit Holmes. « Un enfant n'aurait pas l'idée d'inscrire un tel signe ici, et une main ivre n'atteindrait pas cette symétrie. »« Tu penses que c'est un symbole de gang ?» demanda Lestrade. Holmes esquissa un léger sourire. « Si c'est le cas, ce n'est pas un gang connu de Scotland Yard. Mais ne devinons pas quand l'observation est notre allié. » Il sortit un petit sachet de la poche de son manteau et saupoudra légèrement le symbole d'une poudre grise. Presque instantanément, le contraste des traits à la craie s'accentua. « Une préparation à base de chlorure d'ammonium et de suie, » expliqua Holmes, « utile pour faire ressortir les inscriptions effacées. » À notre grande surprise, d'autres lignes subtiles apparurent. Les diamants d'origine étaient imbriqués dans un agencement élaboré, des angles qui se croisaient avec une géométrie subtile, comme si la marque faisait partie d'un dessin d'architecture plutôt que d'un simple graffiti. « Un dessin codé, » murmura Holmes. « Peut-être une carte. Et juste ici, Watson, remarque, le coin croise une tache de décoloration sur la pierre. » Il passa son doigt au pied du mur, puis se leva et fit 5 pas vers l'ouest. Là, au pied du bâtiment, adjacent se trouvait une grille d'évacuation en fonte, à moitié rouillée au ras de la rue. Il se baissa pour l'inspecter, puis poussa une exclamation d'intérêt. « Watson, apporte la lanterne. » Je me suis précipité avec la lampe torche de l'inspecteur et j'ai dirigé son faisceau vers la grille. En contrebas se trouvait un étroit tunnel de briques, sec et jonché de toiles d'araignée, menant apparemment aux entrailles de la ville. Mais plus frappant encore étaient les vestiges d'une substance pâle et fibreuse, coincée entre les barreaux de la grille. Holmes sortit une pince à épiler et en extraya délicatement un brin de ficelle étroitement bouclée, fine comme de... La soie est légèrement dorée. Des cheveux, dit-il, mais pas humains, de l'alpaga ou peut-être de la vigogne, probablement d'un manteau de qualité. Lestrade fronça les sourcils. Alors quelqu'un s'est penché sur la grille? Ou alors il est descendu par là, dit Holmes en tâtant le bord. Ce cadenas est municipal, mais la rouille a été perturbée. Quelqu'un l'a ouvert récemment. Sir Basil pâlit. Suggérez-vous qu'il existe un système de tunnel sous l'arche de cobblestone? Je ne suggère rien, dit Holmes, sèchement. J'observe. Le corps de M. Malloren a été soigneusement placé sous une arche marquée d'un code indiquant précisément cet emplacement. Et j'observe que sous cette grille se trouve un tunnel exceptionnellement bien conservé, probablement antérieur à la plupart des systèmes de drainage modernes. Un ancien ponceau romain peut-être. Il se redressa, son regard se rétrécissant. Quelqu'un a emprunté ce tunnel, Sir Basil. Le tueur est peut-être entré ou sorti par là.
mais le plus intrigant est la raison pour laquelle cet endroit a été choisi. Quelle est l'importance de Cobblestone Arch? Il existe des centaines de ruelles comme celle-ci à Londres. Sir Basil hésita. Je ne sais pas. Le ministère des Affaires étrangères conserve des archives dans les environs. Mais je doute que Maloren les ait utilisées lui-même. Il était plutôt un conseiller interne. Briefing, note de politique générale, ton diplomatique. Et sa vie privée? Insista Holmes. Sir Basil rougit. Il était discret. Certains murmuraient qu'il fréquentait des tripots ou des clubs clandestins, mais rien de vérifiable. Il n'avait pas de famille et peu de connaissances proches. Holmes replia le fil doré dans son carnet. Alors, je suggère qu'on fasse un tour à son logement. Je suppose qu'il est sécurisé. Oui, il vivait dans un modeste appartement près de Lincoln's Inn. Holmes se tourna vers moi. Watson, j'aimerais bien votre compagnie. Lestrade, veillez à ce que ce tunnel soit scellé et qu'un ouvrier municipal soit appelé. Personne ne doit toucher à cette grille. Sir Basil, d'accord? Nous arrivâmes au logement de M. Maloren vers midi. Le bâtiment était une de ces constructions étroites et verticales courantes dans le quartier des avocats. 3 étages en briques, chacun avec une seule fenêtre, et la porte d'entrée peinte d'un bleu délavé. À l'intérieur, les chambres portaient à l'empreinte d'une existence ordonnée mais sans joie. Des livres étaient alignés sur les étagères, selon un ordre alphabétique strict. Son bureau était d'une propreté irréprochable. Il n'y avait ni photographie, ni souvenirs sentimentaux. L'air lui-même semblait réticent à s'attarder. Holmes traversa la pièce tel un chien de chasse, son regard allant de la cheminée à la bibliothèque, puis à la charnière de la porte. Finalement, il s'arrêta devant le bureau et ouvrit un tiroir peu profond. « Ah !» murmura-t-il en soulevant une carte. J'ai regardé par-dessus son épaule. C'était une invitation en relief, parchemin ivoire, bordure dorée, portant l'insigne de la club de Syracuse. Un club privé, songea Holmes, réservé aux membres, et à en juger par la date, il y était la semaine dernière. Il le retourna. Au dos, à l'encre bouclée, était écrit un seul nom, Clemency Roke. « Connaissez-vous son nom ?» demandai-je. Holmes secoua la tête. « Mais j'en ai l'intention. Il y a un sens à tout ça, Watson, je le sens. » Il se dirigea vers la bibliothèque et en retira un petit volume. De la nature des choses par Lucrèce, relié en cuir de veau usé. Le même poète que celui de la citation dans le chapeau, ai-je noté. Exactement. Maloren était un classiciste, un stoïque peut-être. On se demande quel genre d'homme cite de la poésie romaine tout en dissimulant la mort sous une arche. Il tourna la page de couverture intérieure où un seul mot avait été écrit au crayon en majuscules serrées. Vitriol. Nous l'avons regardé en silence. « Qu'en penses-tu » demandai-je enfin. Holmes eut un léger sourire. Le credo des alchimistes. Visitez l'intérieur de la terre en rectifiant, vous trouverez une pierre cachée. Visitez l'intérieur de la terre et en rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. Une énigme, Watson, un code, et je crois que notre homme tentait de rectifier quelque chose avant d'être réduit au silence. Il ferma le livre avec un claquement. Nous devons retrouver Clémence Roke et comprendre ce qu'était Maloren vraiment enquêtant. Sous les pavés, le brouillard de l'après-midi s'était épaissi en un voile persistant lorsque nous avons quitté le logement d'Edwin Maloren. Malgré la rapidité habituelle de Holmes, la ville semblait réticente à dévoiler ses secrets. L'air avait un goût de pierre humide et de fumée de charbon, tandis que nous descendions Chancery Lane. Holmes, silencieux et replié sur lui-même, l'esprit plongé dans une réflexion intérieure. J'avais appris depuis longtemps à ne pas interrompre ces moments-là. Son cerveau, lorsqu'il était occupé à ses fonctions supérieures, se comportait comme un horloger à son établi, intolérant aux intrusions et entièrement absorbé par ses mécanismes. Nous avons hélé un taxi au carrefour de Carey Street, et quelques minutes plus tard, nous étions en route pour le Syracusan Club. Holmes ne nous a fourni qu'une brève explication pendant le trajet,
un établissement privé de Montague Street, à Bloomsbury. Officiellement une association pour érudits classiques et hommes de lettres. En réalité, elle accueille une clientèle plus éclectique, un mélange de diplomatie, d'université et de professions plus obscures. La présence de Malloren y est significative. « Et Clémence Rock ?» demandai-je. « Je ne le sais pas. » Mais un nom griffonné de la main d'un mourant au dos d'une invitation à un club exclusif n'est pas quelque chose que je considère comme anodin. Nous arrivâmes devant une entrée discrète à portique, sous un linteau dorique. Une plaque de laiton portait seulement l'inscription suivante, « Le Club Syracusain, fondé en 1853 ». Holmes s'avança et frappa le heurtoir à tête de lion de 3 coups décisifs. Un domestique en livrée nous fit entrer, se contentant de hausser un sourcil en signe de reconnaissance envers Holmes. « Bonjour, messieurs. Puis-je vous être utile ?» Holmes lui tendit sa carte. « Nous sommes ici pour une affaire concernant Monsieur Edwin Malloren. »« Un membre, je crois ?» L'homme hocha la tête avec une neutralité bien établie. « En effet, monsieur. Monsieur Malloren était présent jeudi soir dernier. Il a assisté au colloque sur la philosophie stoïcienne organisé par le professeur Valbert. Pourriez-vous parler au secrétaire du club ? Tout à l'heure. Puis-je d'abord savoir si mademoiselle Clémence Rock est également membre ? Le maître d'hôtel perdit son sang-froid le temps d'un souffle. Mademoiselle Rock est associée au club à titre privé. Elle n'est pas officiellement inscrite comme membre, mais elle a été l'invitée de Lord Wexham à plusieurs reprises. Je crois qu'elle est présente en ce moment. Les yeux de Holmes brillèrent. Auriez-vous l'amabilité de l'informer que M. Sherlock Holmes de Baker Street souhaite qu'elle lui accorde un moment de son temps concernant M. Malloren ? Le préposé disparut dans l'opulent intérieur du club et nous restâmes dans l'antichambre, une pièce tapissée de bustes de marbre et imprégnée d'une odeur de tabac turc. Holmes s'approcha d'un buste de Cicéron et l'examina avec un sérieux fin. Remarquez, Watson, le talent artistique, Cicéron avec l'expression d'un homme qui vient d'égarer son art oratoire. J'ai souri faiblement, mais mon attention s'est rapidement détournée lorsque l'accompagnateur est réapparu. « Par ici, monsieur. » On nous conduisit dans un petit salon privé, une pièce tamisée et décorée avec goût, avec des fauteuils en velours et une cheminée en marbre. Au centre se tenait une femme vêtue d'une robe vert émeraude à col montant, le dos droit comme une lame, et le regard perçant sous le bord d'un chapeau modeste. Elle se retourna à notre entrée. Ses traits n'étaient pas d'une beauté classique, mais il y avait quelque chose de saisissant dans sa présence. Un air de calme étudié et une vigilance que j'avais appris à associer aux gens habitués au secret. « Monsieur Holmes, » dit-elle d'une voix douce légèrement teintée de Yorkshire, « et le docteur Watson. Je me doutais que nos chemins pourraient bientôt se croiser. » Holmes s'inclina légèrement. « Mademoiselle Clémency Rock, je suppose. » Elle inclina la tête. « Vous vous renseignez sur Edwin ?»« Oui. » Ses mains gantées de cuir de chevreau noir étaient serrées devant elle. « Alors tu dois déjà savoir qu'il est mort. Nous le faisons. Et vous pensez que ce n'était pas un accident ?» Holmes ne répondit pas, se contentant de soutenir son regard avec ce calme imperturbable qui faisait bégayer les menteurs et se tortiller les imbéciles. Au bout d'un moment, elle expira. « Très bien, posez vos questions. » Holmes fit un geste vers la chaise en face d'elle. « Vous connaissiez M. Malloren ? » Nous étions amis, correspondants occasionnels. Il trouvait du réconfort dans les langues anciennes. Je trouvais ses pensées claires et parfois nécessaires. Nécessaires ? Elle détourna le regard, momentanément prise au dépourvu. Je parlais de conversation, Monsieur Holmes. C'était l'un des rares hommes à Londres à savoir écouter sans interruption. « L'as-tu vu jeudi dernier ici au club ? Je l'ai fait. Il semblait troublé, distrait, même pour lui. A-t-il dit quelque chose qui vous a semblé étrange ? Il parlait d'ombres grandissant sous la ville, et disait que quelque chose qu'il avait traduit n'était pas fait pour la lumière du jour. Il avait une peur étrange dans le regard, comme un homme lisant un code qu'il aurait aimé pouvoir déchiffrer. « Que traduisait-il » demanda Holmes en se penchant légèrement en avant.
Je ne connais pas les détails. Il a fait de vagues allusions à des textes plus anciens, des fragments découverts au Levant, transmis par voie diplomatique. Mais il était obsédé par le secret. Il a dit qu'il n'était même pas censé y avoir accès. A-t-il mentionné l'expression « vitriol » ? À ces mots, son expression changea. Elle pâlit légèrement et ses doigts se crispèrent sur le bord de sa chaise. « Oui, » murmura-t-elle. Il l'a dit une fois à peine audible, alors que nous étions près de la cheminée. Je m'en souviens parce que ça ressemblait à un extrait d'un traité alchimique. Et puis, il a dit « Je crois que je me suis approché trop près de la pierre intérieure. » Holmes et moi avons échangé un regard. La phrase correspondait exactement à l'acrostiche latin qu'il avait déchiffré à partir de la citation de Lucrèce. « Mademoiselle Roque » demanda Holmes doucement, « Monsieur Malloren vous a-t-il jamais parlé d'un tunnel, d'un endroit sous la ville ?» Elle hésita. « S'il vous plaît, ai-je ajouté, il a été assassiné. Ce que vous savez pourrait vous aider à comprendre. » Pourquoi ? Finalement, elle acquiesça. Il m'a dit un jour, il y a quelques mois, qu'il y avait une entrée sous le temple, un passage antérieur à la majeure partie du tracé actuel de la ville. Il m'a dit qu'il menait à une salle voûtée, où des réunions avaient eu lieu des siècles auparavant. Des Templiers, pensait-il. Il tentait de le vérifier grâce à des cartes et à des références croisées dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Les yeux de Holmes brillaient de satisfaction. « Et vous croyez qu'il l'a trouvé ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Il m'a dit la semaine dernière qu'il l'avait vu. Une seule fois. Un couloir sous l'histoire, qu'a-t-il dit. Et quelque chose là-bas qui n'était pas censé faire surface. Il avait peur, monsieur Holmes, profondément. Et toi, tu le crois ? Sa voix était basse. Je crois qu'il a vu quelque chose qui lui a coûté la vie. Quand nous quittâmes le club, le brouillard s'était à nouveau épaissi, transformant les lampadaires en halos indistincts. Holmes marcha en silence sur une certaine distance, sa canne frappant violemment le trottoir. Enfin, il parla. Elle dit la vérité. Mais pas tout. Tu penses qu'elle en sait plus ? Je pense qu'elle était impliquée dans quelque chose avec Malloren, peut-être même une découverte commune, mais elle n'est pas notre méchante. Elle a peur, pas de nous, mais de ce qui va suivre. Il s'arrêta au coin de Russell Square. « Watson, nous devons retourner à Bowley Lane ce soir. Je crois que cette grille est plus qu'une entrée symbolique. C'est un seuil, et ce qui se trouve au-delà pourrait nous rapprocher du mobile et du meurtrier. » J'ai dégluti. « Tu veux descendre ?» Holmes sourit faiblement. « Oui, Watson. Sous l'arche pavée se cache une obscurité plus ancienne que cette affaire. Et si Malloren avait raison, quelqu'un a déjà commencé à l'attiser. » La nuit était tombée lorsque Holmes et moi retournâmes à Bowley Lane. Les rues de Londres étaient plongées dans un silence de plomb sous un épais brouillard d'automne, étouffant le bruit des fiacres et les sifflements lointains. L'air humide pesait lourdement sur la peau, et la lumière jaune des rares lampes à gaz formait d'étranges flaques sur les pavés mouillés, comme si la ville avait été plongée dans l'ambre. Holmes, enveloppé dans sa longue cape d'Inverness, se déplaçait avec rapidité et détermination, portant sous un bras une sacoche qui, je le savais, contenait une lanterne, un ensemble d'outils en fer, de la craie, une flasque de whisky et son revolver, bien qu'il ne parlât pas de ce dernier. « En es-tu bien sûr, Holmes ?» demandai-je en le suivant, tandis que nous empruntions le passage sombre de Bowley Lane. Descendre dans un ponceau abandonné en pleine nuit, c'est sûrement prématuré. « Pas du tout, Watson, » répondit-il calmement. « Le moment est venu. Nous devons atteindre la chambre avant qu'elle ne soit perturbée ou scellée à jamais. Ceux qui empruntent ces passages n'ont pas l'habitude de les laisser longtemps sans surveillance. » Un agent de police en uniforme attendait près, de l'arche, une lanterne à la main. Il se redressa à notre approche. « Bonsoir, messieurs. L'inspecteur Lestrade a dit que vous pourriez venir. La grille est toujours là. Les ingénieurs municipaux doivent arriver demain matin. »« Merci, agent, » répondit Holmes. « Nous ne tarderons pas. Ne laissez personne nous suivre sans un
Ordre écrit de Sir Basil Rathmould ou de moi-même. Le gendarme hocha gravement la tête et s'écarta. Holmes posa la sacoche et commença à travailler sur la serrure de la grille en fonte. D'un geste habile, il inséra un fin pic en acier dans le trou de serrure rouillé. Et quelques instants plus tard, la serrure émit un léger clic métallique. Ensemble, nous tirâmes la grille, avec un léger grincement de protestation venant des gonds antiques. Un courant d'air vicié à l'odeur de terre s'échappa de l'ouverture. Holmes alluma la lanterne et la laissa tomber dans le puits, éclairant une étroite échelle de fer descendant dans l'obscurité. Sans hésitation, il s'enfonça dans l'obscurité. Je le suivis avec un peu moins d'enthousiasme, serrant les barreaux et essayant d'ignorer la sueur froide qui me perlait dans la nuque. Au fond, nous nous sommes retrouvés dans un couloir sec et étroit, construit en briques et en pierre, manifestement plus ancien que toute infrastructure victorienne. Les murs portèrent de légères traces de chaux, et le plafond voûté donnait l'impression d'un tunnel, construit non seulement pour l'évacuation des eaux, mais peut-être aussi pour préserver le secret. « Romain » murmurai-je, tandis que nos pas résonnaient faiblement dans le silence. « Peut-être normand » murmura Holmes, mais plus probablement construit au début de la période Stuart, sur des fondations encore plus anciennes. Observez l'irrégularité des assises. Ce bâtiment a été creusé à la hâte mais renforcé avec soin. Nous nous enfonçâmes plus profondément dans le tunnel, le brouillard de la ville au-dessus de nous ayant laissé place à un air dense et claustrophobe, chargé de moisissures et imprégné d'un parfum d'histoire. La lueur de la lanterne n'atteignait que quelques pas, et chaque virage dans le tunnel provoquait un nouveau frisson d'appréhension. Après ce qui nous a semblé une vingtaine de minutes de descente prudente et de virages à travers des passages bifurqués, nous avons atteint une large porte en fer encastrée dans la pierre. Sa surface était marquée par le temps, et un étrange symbole, 2 diamants entrelacés comme le chiffre ci-dessus, avait été grossièrement gravé dans le métal. Holmes examina la serrure avec un profond respect. « Cette porte n'a pas été ouverte récemment, dit-il, mais quelqu'un voulait qu'on s'en souvienne. » Il sortit un outil en forme de clé et commença à manipuler le mécanisme. La serrure résista, mais après plusieurs minutes et un juron murmuré, elle s'ouvrit avec un clic. Avec effort, nous poussâmes la porte vers l'intérieur. Au-delà se trouvait une chambre différente de toutes celles que j'avais vues auparavant. Elle était circulaire, d'environ 5,50 m de diamètre, avec un plafond en dôme d'où pendaient des chaînes rouillées et un unique anneau de fer. Les murs étaient bordés d'alcôves, des étagères taillées dans la pierre, et dans nombre d'entre elles se trouvaient des livres anciens, des jarres scellées et des parchemins en ruine. Au centre de la pièce se dressait un piédestal de pierre carré et à hauteur de taille. Sur celui-ci reposait un objet enveloppé dans un tissu délavé et maintenu par une ficelle. Holmes s'approcha du piédestal, mais ne toucha pas l'objet. Il fit plutôt le tour de la pièce, inspectant les alcôves avec une attention mesurée. « Qu'en penses-tu » demandai-je à voix basse. « Ceci, » dit-il doucement, « n'est pas une chambre commune. C'était un caveau, une sorte de sanctuaire. Peut-être templier, comme le soupçonnait ma Lorraine, peut-être plus ancien. Et ceci, il a montré les symboles gravés dans le sol en pierre, des phrases latines, des motifs géométriques et des sceaux alchimiques. Ces éléments le désignent comme un dépositaire de connaissances cachées, un lieu pour des secrets trop dangereux, trop puissants ou trop sacrés pour être découverts. Je m'approchai du piédestal. Et ça? Je désignai l'objet emballé. Holmes sortit un petit couteau pliant de son manteau et, avec la délicatesse d'un chirurgien, coupa la ficelle. Il retira le tissu pour révéler un manuscrit, du vélin relié d'un cuir si vieux qu'il en était presque noir, avec des lettres dorées à la feuille d'or ternie. Il ne l'a pas ouvert. Au lieu de cela, il a étudié la reliure, les coutures, les bords. « C'est codé », murmura-t-il, et endommagé par l'eau. « Mais c'est ce que ma Lorraine a trouvé. C'est pour ça qu'il est mort. »
Il y eut un bruit, un murmure de mouvement provenant du passage derrière nous. Nous restâmes figés. Puis cela revint. Un léger frottement de bottes sur la pierre. Holmes éteignit aussitôt la lanterne. Nous étions dans le noir complet. Une seconde passa, puis une autre, puis un troisième, et un faisceau de lumière balaya brièvement l'entrée de la chambre. Une deuxième lanterne, tenue par une main invisible. Holmes se serra contre moi et murmura « Watson, reste tranquille. S'ils sont armés, on ne peut pas les affronter dans le noir. » La lumière s'est retirée, puis les pas s'éloignèrent, lentement, délibérément. Quand Holmes a finalement rallumé notre lanterne, le passage était vide. Il s'est tourné vers moi, le visage grave. Quelqu'un nous a suivis, quelqu'un savait. Je serrai mon revolver plus fort, et maintenant, Holmes enveloppa soigneusement le manuscrit dans son tissu et le glissa dans sa sacoche. Maintenant, partons, discrètement. Ceux qui nous observaient savent que cet endroit existe, mais ils ignorent encore ce que nous avons pris. Nous revînmes sur nos pas avec plus de prudence qu'auparavant, nous arrêtant 2 fois pour écouter, dans le silence. Les tunnels semblaient déserts, même si nous sentions tous deux le poids d'yeux invisibles à chaque coin de rue. De retour à l'échelle, Holmes s'arrêta et remit la grille au-dessus avec un soin méticuleux, fermant le verrou. Une fois que nous émergeâmes dans l'air éclairé par la lune, le connétable resta près de l'arche sans rien savoir. « Un problème, messieurs » demanda-t-il. « Pas encore » répondit Holmes avec un léger sourire. « Mais Watson et moi vous recommandons de rester vigilants. Cette arche cache bien plus que des ombres. » Nous sommes rentrés à Baker Street bien après minuit. Madame Hudson était depuis longtemps à la retraite, et le feu de notre salon s'était éteint. Holmes déposa délicatement le manuscrit emballé sur le bureau et s'assit devant lui en silence. J'ai versé 2 doigts de whisky et je lui en ai tendu un. « Que penses-tu que nous ayons trouvé, Holmes ?» Il fixa le paquet sans répondre. Pendant quelques instants. « Un secret, Watson, dit-il enfin. Un secret dangereux, un secret que les Malloren ont tenté de protéger. Un secret que d'autres pourraient bien tuer pour récupérer. Et la question qui se pose à nous n'est pas de savoir si nous pouvons découvrir la vérité. Il s'est tourné vers moi les yeux froids et acérés comme des rasoirs. Mais si nous pouvons survivre en faisant cela. L'aube se leva à contre-cœur sur Baker Street, projetant une lumière pâle sur les fenêtres tachées de suie de nos chambres. Une bruine froide frappait les vitres avec la persistance d'une question sans réponse. Holmes n'avait pas dormi. Il était assis, voûté à son bureau, les sourcils froncés, le mystérieux manuscrit du caveau souterrain déballé et ouvert devant lui. Les pages de vélin vieillies et cassantes exhalaient une odeur d'encre ancienne et de pierre humide. Elles portaient des symboles qui n'étaient ni strictement latins ni d'écriture que je reconnaissais immédiatement. Des boucles serrées, des glyphes anguleux et quelques notes marginales, suggérant des annotations postérieures à l'écriture originale. Holmes avait dessiné plusieurs feuilles de papier calque et griffonnées, des dizaines de permutations. Grilles de substitution, analyse de fréquences et colonnes de notation abrégées qui s'étalaient sur le bureau, telles des toiles d'araignée, tissées par un esprit logique. Je suis entré avec une tasse de café frais, et je me suis tenu près de lui, inquiet. « Avez-vous glané quelque chose ?» Holmes parla sans lever les yeux. « Ce n'est pas un simple traité philosophique. C'est une compilation. Des fragments de sources anciennes reliés d'une seule main, celle de Malloren, je crois. Il a annoté les marges avec un chiffrement de sa conception, basé sur les méthodes cryptographiques du début de la Renaissance. Pas sophistiqué selon les normes modernes, mais multicouche. Et le contenu, il tapota la page ouverte du bout de son stylo. Il semble s'agir d'une enquête, mi-historique, mi-ésotérique, sur un groupe appelé les Ordres du Vitriol. L'Ordre du Vitriol ? Répétai-je en me souvenant du mot étrange inscrit dans le livre de Malloren. En effet, il ne s'agit pas d'une société alchimique à proprement parler, bien qu'ils en aient emprunté l'imagerie.
Malloren semble avoir retracé leurs activités du XVIe siècle à une brève résurgence au début de l'ère victorienne. Il s'agissait, selon lui, d'une cabale privée mêlant influence politique et symbolisme mystérieux, un mélange de diplomatie et de dogme. Des sociétés secrètes, dis-je avec une pointe d'incrédulité. Holmes leva alors les yeux et son regard était perçant. Vous vous souvenez, Watson, que je n'ai aucune patience pour la superstition, mais quand les hommes utilisent le voile du mysticisme pour dissimuler leur motivation de pouvoir, alors je m'y intéresse. Cet ordre, s'il a réellement existé, semble avoir utilisé des chambres souterraines, comme celle que nous avons visitée hier soir. On ignore à quelle fin, mais il conservait des codes, des rituels et une hiérarchie stricte. Il tourna le manuscrit vers moi et désigna un symbole dans le coin supérieur d'une page. Une arche stylisée, sous laquelle 2 diamants entrelacés brillaient faiblement à l'encre dorée. La même marque que nous avons trouvée près du corps de Malloren, ai-je soufflé. Exactement. Ce n'était pas un lieu de rencontre aléatoire. L'arche de Bowley Lane était un lieu connu, peut-être, même un lieu de cérémonie, ce qui soulève une question urgente. Lequel est? Malloren est-il tombé sur un secret oublié, ou a-t-il perturbé quelque chose de toujours actif? Avant que je puisse répondre, le coup sec est venu rap, je me levai pour ouvrir et trouvai l'inspecteur Lestrade debout sur le seuil, son manteau mouillé par la pluie matinale, le visage crispé par l'inquiétude. « Holmes, docteur, vous voudrez entendre ça. » Il entra et secoua les gouttes de son chapeau. Il y a eu un autre décès. Un jeune homme nommé George Tremaine, employé subalterne au ministère des Affaires étrangères, l'un des assistants de Malloren, en l'occurrence, retrouvé mort. Dans son propre appartement à Bloomsbury, même détails inquiétants. Aucune blessure, aucun signe de lutte, et il fouilla dans son manteau et tendit à Holmes une note pliée et scellée à la cire rouge. On a retrouvé ce morceau serré dans le poing du mort. Holmes brisa soigneusement le sceau et déplia le papier. À l'intérieur, écrite de la même écriture bouclée que celle que nous avions vue sur le chapeau de Malloren, se trouvait une phrase latine « La lumière descend, les ténèbres s'élèvent. La lumière descend, l'obscurité monte. » Holmes ne dit rien, mais un muscle de sa mâchoire se contracta. Lestrade croisa les bras. « Je n'aime pas ça, Holmes. D'abord Malloren, maintenant cet employé. On ne poursuit pas seulement un tueur. On est en contact avec quelque chose de plus grand. »« Tighty, je suis d'accord, » dit finalement Holmes. « La mort de Tremaine confirme mes soupçons. Malloren ne travaillait pas seul. Il a été aidé à assembler le manuscrit. Les pages n'ont pas été écrites par une seule main. Ce commis, Tremaine, est peut-être celui qui a aidé à décoder ou à organiser les fragments. Aurait-il pu être la cible visée depuis le début ? Ai-je demandé. Non, répondit Holmes. C'était un remplaçant. Éliminé lorsqu'il est devenu évident qu'il pouvait nous mener plus loin. Lestrade exhala de frustration. J'ai envoyé des hommes au ministère des Affaires étrangères et demandé des dossiers complets sur Malloren et Tremaine. Mais la bureaucratie est déjà bien trop lourde. La pression est forte. Quelqu'un fait pression pour contenir la situation. Holmes se tourna à nouveau vers le manuscrit. Alors, nous devons agir avant que la piste ne soit complètement étouffée. Watson prépare une trousse médicale. Lestrade retourne au logement de Tremaine et demande à l'agent de service de nous laisser un accès complet. Il reste encore quelque chose à découvrir. L'appartement de Tremaine était un modeste appartement situé au-dessus d'un bureau de tabac de Montague Street. 2 pièces à peine, à la fois propres et sans vie, comme occupées par un homme sans projet. Un bureau face à la fenêtre, chargé de correspondance, tandis qu'un lit étroit portait la couverture encore pliée de la veille. Holmes se déplaça rapidement, scrutant le bureau, les tiroirs, la bibliothèque. « Watson, observe », dit-il en brandissant un volume. C'était une édition de poche des lettres de Cicéron. Des bureaux, usés au niveau de la colonne vertébrale. Encore un classique, murmurai-je. En effet. Et remarquez, ici,
un bout de papier glissé entre les pages. Il sortit la note et la lut à haute voix. « Roque, rendez-vous reporté. Même endroit, marque de l'Arche confirmée, jeudi soir. » Nous avons échangé des regards. « Encore Clémence Roque, dis-je. »« Et une réunion, » ajouta Holmes. « Probablement celle dont Malloren n'est jamais revenu. Tremaine en avait connaissance, peut-être même l'avait-il arrangé. C'est peut-être la dernière pièce avant que le filet ne se referme. » Lestrade avait l'air sombre. « Que veux-tu faire ?» Holmes plia le papier et le glissa dans son manteau. « Je veux parler à nouveau à mademoiselle Roque, mais pas au club de Syracuse. Elle ne s'exprimera pas librement là-bas. Watson, je crois qu'il est temps de l'inviter ici, sous prétexte de lui offrir une protection. Elle pourrait bien nous dire ce qu'elle a omis. Et si elle refuse ?» Holmes se tourna vers la fenêtre, où la ville scintillait derrière des traînées de pluie. « Elle ne le fera pas. Elle est assez intelligente pour savoir que la mort ne s'intéresse plus seulement au secret. Elle avance plus vite, comme une roue qui se détache de son axe. Nous avons envoyé le message à mademoiselle Roque par messager privé, et 2 heures plus tard, elle arrivait à Baker Street, vêtue d'un manteau de voyage sombre, le voile tiré. Elle paraissait pâle, mais sereine. Je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie, dit-elle en baissant son voile tandis que Holmes prenait son manteau. « Vous êtes en danger, mademoiselle Roque, » dit Holmes sans préambule. « George Tremaine a été tué la nuit dernière, de la même manière qu'Edwin Malloren. » Son souffle s'arrêta légèrement, mais il était là. « Je vois, » dit-elle doucement. « Alors ça a commencé. Qu'est-ce qui est arrivé ?» Elle regarda Holmes, puis moi. « Vous avez lu le manuscrit ?»« En partie, » dit Holmes. « Suffisamment pour savoir que toi et Malloren étiez impliqués dans quelque chose de dangereux. Quelque chose que l'ordre, s'il existe encore, tuerait pour protéger. » Elle hocha lentement la tête. Edwin était obsédé par la découverte de la vérité, mais c'est Tremaine qui a découvert le premier le lien. L'imbrication, des ordres médiévaux et des bureaucraties modernes. Il a décelé des schémas récurrents dans les nominations ministérielles, dans des correspondances enfouies, des codes cachés dans les marges des registres. Et l'Arche, un site d'initiation, abandonné depuis longtemps mais pas oublié, nous pensions pouvoir reconstituer sa fonction, révéler son symbolisme. Mais lorsqu'Edwin est descendu en ce lieu et en est revenu bouleversé, j'ai compris que nous étions allés trop loin. Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Parce que j'avais peur d'être surveillé. C'est toujours le cas. Holmes se pencha en avant. Alors parlez maintenant. Que garde-t-il si étroitement sous la ville? Elle déglutit. Un registre, dit-elle. De noms, d'initiés, de réunions, d'instructions. Le registre original de l'ordre. Et tu crois qu'il existe encore? Je savoir, c'est vrai. Edwin a dit avoir vu une niche scellée derrière un faux mur. Nous avions l'intention de revenir ensemble. Holmes se leva. Alors nous reviendrons, mademoiselle Roque, ce soir. Lorsque le crépuscule s'abattit à nouveau sur Londres, nos préparatifs pour une seconde descente sous l'arche de Cobblestone étaient terminés. Holmes avait passé l'après-midi à dessiner ce qu'il appelait une topographie spéculative du passage souterrain, marquant chaque tournant, chaque point de pression dans le sol et l'emplacement de la chambre forte chiffrée. Mademoiselle Clémency, Roque resta avec nous à Baker Street jusqu'aux dernières heures du jour, aidant discrètement Holmes dans ses efforts de décryptage, tout en parlant peu. Son sang-froid était intact, mais ses mains la trahissaient. Elle jouait avec le bord de sa manche, son souffle s'arrêtant parfois lorsque Holmes parlait de l'ordre. Nous sommes partis peu après 7 heures, sous une pluie battante et brumeuse. Mademoiselle Roque, vêtue d'une cape de voyage sombre et de bottes robustes, n'a émis aucune protestation tandis que nous serpentions à travers les ruelles humides et couvertes de suie. Lestrade nous a retrouvés à Bowley Lane, où 2 agents de police montèrent la garde devant l'arche, leurs lanternes tamisées par la bruine. « Êtes-vous sûr de vouloir le faire maintenant, Holmes ?» demanda Lestrade, son regard alternant entre le détective et mademoiselle Roque. « Il n'est pas trop tard pour faire venir plus d'hommes.
Et risquer d'avertir quiconque pourrait nous observer, répondit Holmes. Non, Lestrade. J'exige silence et subtilité. Nous ne procédons pas à des arrestations ce soir. Nous poursuivons l'ombre d'un fantôme à travers la terre. Lestrade soupira. Tu as 1 heure avant que j'appelle des renforts. Après ça, je supposerai que tu as trouvé quelque chose ou que tu as disparu dans les pavés. Holmes hocha la tête et nous conduisit vers la grille en fer qui s'ouvrait, désormais plus facilement grâce à son utilisation récente. Nous descendîmes un à un, les lanternes projetant de longues ombres sur les briques anciennes. Au son du cliquetis final de la grille, nous fûmes à nouveau plongés dans le silence souterrain, où le monde du brouillard et des réverbères s'estompait derrière des couches de pierre humides et des murmures d'histoire. Le passage nous accueillit, de son souffle humide, et nos pas résonnèrent en un rythme solennel. Holmes menait la marche avec la précision d'un homme retraçant un chemin sacré, et Miss Roque le suivait de près, le visage tiré, mais résolu. « Par ici, » murmura Holmes, après un quart d'heure de marche. La chambre est devant nous, mais ce soir nous cherchons quelque chose de plus profond, un compartiment secret. Peut-être derrière un faux mur, comme l'a mentionné mademoiselle Roque. Arrivés à la porte de la salle voûtée, Holmes marqua une pause. Il s'agenouilla sur le seuil et tint la lanterne au ras du sol. Les charnières anciennes portaient de nouvelles marques, de minuscules éraflures et de récentes éraflures sur le fer rouillé. « Nous ne sommes pas les seuls à être passés par ici depuis hier soir, » dit-il doucement. Le visage de mademoiselle Roque se crispa. « Alors, ils ont peut-être déjà pris la caisse ?»« Pas forcément, » répondit Holmes. « Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils cherchent, ou ils ont peut-être peur de le toucher. » Il ouvrit la porte, et nous entrâmes une fois de plus dans la chambre circulaire. Tout était tel que nous l'avions laissé. Le piédestal de pierre au centre était désormais nu, les étagères de manuscrits en décomposition bordant les alcôves, témoignages muets. Pourtant, quelque chose avait changé. L'air était troublé, agité, comme si nous étions entrés dans une pièce qui venait d'être évacuée quelques instants auparavant par quelqu'un qui nous observait dans l'ombre. Holmes ne perdit pas de temps. Il se dirigea directement vers le mur nord, où une alcôve à la symétrie inhabituelle attira son attention. « Vous avez dit que Malloren croyait qu'il y avait une niche scellée derrière un faux mur ?» demanda-t-il. Mademoiselle Roque hocha la tête. Il a dit que le mortier était plus récent, qu'il ne correspondait pas au modèle des autres. Holmes passa sa main le long des coutures, tapotant doucement. Puis il recula et sortit un petit maillet en bois de sa sacoche. La pierre ici est creuse, reculée. D'un coup sec, il frappa le fond de l'alcôve. Le troisième frappa avec un bruit sourd et anormal. Une partie du mur céda, et une dalle, triangulaire, glissa vers l'intérieur avec un grincement. Derrière se trouvait une étroite niche, pas plus large que 30 centimètres, mais profonde. À l'intérieur, protégée par une boîte en acier dont le loquet était recouvert d'une fine pellicule de poussière, se trouvait ce qui ne pouvait être que l'objet de nos recherches. Holmes le souleva doucement et le plaça sur le piédestal central. La boîte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un ouvrage relié en cuir comme je n'en avais jamais vu auparavant. Son dos était dépourvu de titre et sa couverture était ornée d'un sceau, des losanges entrelacés, surmontant un soleil, entouré d'un cercle de minuscules caractères indéchiffrables. Holmes l'ouvrit avec révérence. Les pages étaient épaisses et cassantes, chacune couverte d'une écriture fine, presque microscopique. Des noms, des lieux, des dates, un registre, certes, mais plus que cela, un catalogue de serments, de symboles, de mots de passe. Les comptes, rendus de réunions secrètes, le fonctionnement d'une société censée rester invisible. Mon Dieu, ai-je soufflé, c'est réel. Sans aucun doute, dit Holmes, c'est le registre, le cœur de l'Ordo Vitrioli. Son architecture, ses rituels, ses agents. Beaucoup sont morts maintenant sans doute, mais certains... Il se tourna vers une page marquée d'un ruban visiblement utilisé récemment. Là, au milieu d'une liste de membres des années 1840,
se trouvait une notation ajoutée à l'encre. Plus récente, réunion de réveil confirmée. Cobblestone Arch, solstice d'hiver. Superviseur, CR Mademoiselle Rock inspira brusquement. C'est mon initiale, murmura-t-elle, mais je n'ai pas... Vous avez été désigné non pas comme participant, dit Holmes, mais comme cible. Un leurre, peut-être, ou quelqu'un, dont la présence était utile pour conférer de l'authenticité. Il a continué à feuilleter et à trouver un autre ajout récent. Éliminer les intermédiaires. Préserver le sceau. Tremaine, dis-je. Et Malloren. Holmes hocha la tête. Exactement. Du coin de la pièce, un léger bruit retentit, une inspiration. Holmes se retourna, revolver au poing. Je fis de même. Mademoiselle Rock me serra. La manche. Une silhouette entra dans le cercle de lumière, les mains levées, le visage caché sous le bord d'un large chapeau et d'une longue cape. « Je vous conseille, » dit la voix basse et douce, « de fermer la caisse et de la remettre. Doucement. Inutile de verser du sang ce soir. » Holmes ne baissa pas son arme. « Je crains que vous ne vous trompiez. Le sang a déjà coulé, Malloren, Tremaine. » « Ils ont été négligents, » répondit la silhouette. « Ah, monsieur Holmes, vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi vous devez maintenant l'abandonner. L'ordre perdure depuis des siècles. Vous ne serez pas celui qui y mettra fin. J'ai reconnu la voix avant que la capuche ne tombe. » Sir Basil Rathmold apparut à la vue de tous. Mademoiselle Rock halta. « Et toi ?»« Oui, » dit-il calmement. J'ai protégé les intérêts de la couronne de multiples façons. L'ordre n'en est qu'un exemple. Holmes posa lentement le livre sur le piédestal. Pourquoi maintenant? Pourquoi tuer les vôtres? Ils ont perdu de vue leur but profond. Ils ont commencé à croire que l'ordre était la vérité plutôt qu'un réceptacle. Malloren voulait nous démasquer. Tremaine a trébuché trop loin. Je n'avais pas le choix. La voix de Holmes était plus froide que l'acier. Et que proposez-vous maintenant? Le regard de Sir Basil se posa sur Mademoiselle Rock. Vous rendez la caisse, et vous oubliez ce que vous avez vu. Holmes répondit par un silence, puis par un mouvement. D'un mouvement fluide, il donna un coup de pied au socle du piédestal, faisant tomber la caisse enregistreuse. La flamme de la lanterne dansa sauvagement, et la voix de l'estrade résonna derrière Sir Basil. « Laisse tomber, Rathmold. C'est fini. » L'inspecteur sortit de l'ombre, revolver pointé. 2 agents le suivirent. Sir Basil se figea. Holmes récupéra la caisse et recula. « Je croyais que tu avais dit que nous ne procéderions pas à des arrestations ce soir, » murmurai-je. « J'ai menti, » murmura Holmes. « Toutes mes excuses. » Sir Basil fut pris sans résistance, bien que son expression ne changeât jamais. Tandis que nous remontions dans les rues brumeuses de Londres, l'aube menaçant l'horizon, Miss Rock marchait en silence, la caisse serrée sous le manteau de Holmes. « Vous avez démantelé l'ordre, » dit-elle doucement. Holmes secoua la tête. « Non, une seule de ses mains. Le corps se tord encore quelque part. Et que feras-tu de la caisse enregistreuse? Scellez-la, ne la détruisez pas. Il faut connaître la racine pour arracher la mauvaise herbe. » À Baker Street, Holmes s'assit une fois de plus près du feu, fixant ses braises. « Tu as l'air troublé, dis-je. »« Parce que je le suis, » répondit-il. « Cette affaire est close, mais l'ombre qu'elle projette, Watson, risque de s'étendre au-delà de nos capacités. » Pendant les 2 jours qui suivirent l'arrestation de Sir Basil Rathmold, un calme étrange s'installa sur Baker Street. Ce n'était pas le calme rassurant d'une affaire classée, mais une sorte de silence persistant, comme celui d'un théâtre après la tombée du rideau, lorsqu'on soupçonne que le drame n'est peut-être pas terminé. Holmes, d'une introspection inhabituelle, s'occupa non pas de ses habituels jeux de violon ou expériences chimiques, mais de la copie et de l'analyse méticuleuse des entrées du registre retrouvé de Lordo Vitrioli. Il travailla avec une détermination tranquille, comme s'il constituait un dossier pour un magistrat qui pourrait ne jamais venir. Clémence Rock était partie pour le Yorkshire,
sous la protection discrète de Lestrade. Holmes lui recommanda de disparaître de Londres pendant un temps, suggestion qu'elle accepta avec une grâce qui démentit ses craintes. Elle laissa derrière elle une enveloppe scellée adressée à Holmes et moi, dont le contenu resta fermé par accord mutuel et tacite. L'inspecteur Lestrade était revenu à Scotland Yard avec le registre désormais sous haute sécurité. Mais même lui reconnaissait que la situation était un véritable casse-tête politique. « Il y a des noms dans ce registre, Holmes », dit-il d'un ton sombre lors d'une brève visite. « Certains sont morts, d'autres sont bien vivants, et certains sont trop influents pour être accusés sans une guerre de réputation. » Holmes hocha simplement la tête et dit « Alors, il vaut mieux que nous apprenions lesquels d'entre eux agissent encore au nom de l'ordre. » Et pourtant, ce n'était ni la caisse enregistreuse, ni Sir Basil qui dominaient les pensées de Holmes. Je le voyais à sa façon d'arpenter les rues près des fenêtres, tard dans la nuit, scrutant la rue enveloppée de brouillard comme s'il attendait qu'un fantôme surgisse des pavés. Le véritable cœur du problème, le fil conducteur encore effiloché, était encore enfoui, métaphoriquement ou peut-être littéralement, sous la ville. Le troisième matin, alors que je prenais le thé dans notre salon et que je feuilletais distraitement les fois, Holmes se leva soudainement de son bureau, en prenant une grande inspiration. « Watson, on nous a trompés. » J'ai levé les yeux, surprise. « Induite en erreur? Dans quel sens ?» Il brandit une feuille de papier, calque. Sir Basil n'était pas le chef de l'ordre. C'était un gardien de son héritage, certes, et quelqu'un qui a pris sur lui d'agir. Mais le véritable surveillant, celui marqué Zoculus dans le registre, n'a jamais été identifié dans cette chambre. Je me suis levé lentement, maintenant pleinement attentif. Mais il n'a rien dit d'autre, parce qu'il protégeait quelqu'un ou quelque chose. Écoutez, cette entrée. Il a lu dans le registre « Par ordre de l'œil, le sceau ne sera brisé que lorsque les étoiles s'aligneront en descente. La pierre restera intacte. Les noms seront commémorés en silence. » Encore la pierre, dis-je. Là, même que celle mentionnée dans la devise vitriol. Exactement. Nous pensions que le registre était le cœur du problème, l'objectif. Mais ce n'était que la carte. Le registre est un registre des membres. Mais la pierre, c'est ce que Malloren recherchait vraiment. Holmes marchait de long en large en marmonnant. J'avais écarté cette idée comme métaphore. Maintenant, je crois que c'était littéral. Un objet. Peut-être ancien, peut-être dangereux. Je fronçai les sourcils. Mais le coffre a été fouillé minutieusement, à moins que vous ne soupçonniez une autre chambre. Exactement, une autre chambre. Vous souvenez-vous des incohérences architecturales? La géométrie de cette chambre était erronée. Un mur était courbé là où il aurait dû être droit. Une irrégularité structurelle suggérait une annexe cachée. Holmes se retourna, rassemblant déjà sa lanterne, son revolver et son carnet. « Viens, Watson, retournons à Bowley Lane. Lestrade a posté des gardes, mais j'ai toujours la clé. » Une fois de plus, nous sommes descendus sous terre, la lanterne projetant de longues ombres sur les briques humides. Le froid des tunnels transperçait nos manteaux, comme si les pierres elles-mêmes se souvenaient de chaque secret qu'elles contenaient. Dans la chambre voûtée, Holmes s'approcha du mur ouest et sortit un petit fil à plomb en laiton qu'il suspendit. À l'arche, il oscillait de façon anormale, légèrement incliné, comme s'il était tiré par une pente cachée. « Ce mur est faux », murmura Holmes. « Il recule de 10 centimètres de plus que le mur correspondant en face. » Je me suis agenouillé et j'ai caressé le mortier. C'est plus propre, réparé plus récemment. Holmes sortit une sonde en acier pliable et tapota le bas du mur. Un point renvoya un écho étouffé. Il m'a regardé. Nous l'ouvrons. Avec autant de soin que de force, Holmes et moi avons soulevé la pierre. Après près de 15 minutes, d'efforts acharnés, un segment a cédé, révélant une ouverture juste assez large pour ramper. Au-delà, l'obscurité. Holmes alluma une deuxième lanterne et entra le premier. La chambre que nous avons découverte était plus basse de plafond
et plus étroite que la salle principale, son sol étant en pente douce. Mais en son centre, sur un piédestal de granit noir, se dressait un objet oblong de la taille d'une boîte à pain. Il était enveloppé de bandes de tissu plombées, scellées à la poix et liées par des cordons de laiton torsadés. L'air environnant était chargé d'une charge métallique, telle l'odeur d'un orage. Holmes s'approcha avec révérence. « La pierre ?» dit-il. Je l'ai regardée fixement. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il examina les cordons, puis sortit un monocle pour étudier les sceaux gravés dans le laiton. Il lut à voix haute « Celui qui brise le sceau invoque le silence de 1000 ans. Ne prononcez pas le nom. Ne touchez pas au cœur. » Il était censé être caché, ai-je dit. Pas détruit, préservé. En effet, peut-être comme une protection, ou peut-être comme une menace. Les anciens craignaient le savoir autant qu'ils le vénéraient. Holmes se tourna vers moi. On ne peut pas l'ouvrir ici, on ne peut pas non plus la laisser ici. J'ai hésité. Mais on devrait le déplacer. Et si... Nous devons le faire, parce que quelqu'un d'autre le fera, si nous ne le faisons pas. À la tombée de la nuit, la pierre était enveloppée de toile de jute dans un coffre renforcé dans notre salon de Baker Street. Holmes, avec la plus grande prudence, examina son extérieur à la recherche d'indices supplémentaires, veillant à ne pas briser le sceau. Tout en travaillant, il parlait avec une rare solennité. « Il y a des choses en ce monde, Watson, que l'homme n'est pas censé découvrir à la hâte. L'ordre s'est peut-être trompé, mais il n'était pas idiot. Il a entouré cet objet de plusieurs avertissements. Il craignait son contenu. Tu crois que c'est dangereux? Je crois que c'est puissant. Et un pouvoir mal utilisé est toujours dangereux. » Il s'arrêta. Et pourtant, cela appelle à la curiosité, le plus tenace des défauts humains. Tandis qu'il parlait, on frappa à la porte. Nous étions tous les deux figés. Madame Hudson était à la retraite depuis longtemps, et nous n'attendions aucune visite. Holmes fit signe de se taire et se dirigea vers la porte. Il l'entr'ouvrit. À l'extérieur se tenait une grande silhouette encapuchonnée, vêtue d'un manteau de laine fine, les yeux obscurcis par un voile noir. « Monsieur Holmes », dit une voix féminine, basse et cultivée, « vous avez pris quelque chose qui doit rester là où il était. » Holmes ne bougea pas. « Vous parlez de la pierre, je parle de l'équilibre. Vous ne savez pas ce que vous avez perturbé. Alors dis-moi. » Une pause. « Ce n'est pas à moi de l'expliquer. Mais si vous le gardez, d'autres viendront, d'autres qui ne sont pas tenus par la courtoisie. » La silhouette se retourna. « Une semaine. » Puis le jugement tombe, et sur ce, elle disparut dans le brouillard. Holmes ferma la porte, les yeux fixés sur le vide. Je l'ai regardée fixement. Qui était-elle? Il ne répondit pas. Il regarda simplement le coffre, puis « Moi. » Le jeu, dit-il doucement, n'est plus seulement en cours, Watson, il est à nous. C'est une vérité singulière de la nature humaine. Plus on s'enfonce dans les eaux du secret, plus le monde ordinaire s'éloigne, son confort, ses certitudes et même sa lumière. Il en fut de même pour nous dans les jours qui suivirent, la visite nocturne. Holmes s'était transformé, non pas diminué mais affûté, telle une lame affûtée pour le coup final. Il veilla longtemps près du coffre qui contenait la prétendue pierre, parlant rarement et écrivant souvent des notes hâtives à des correspondants que je ne reconnaissais pas. Son appétit diminua, et malgré mes questions insistantes, il ne répondit que par des fragments énigmatiques. « Un équilibre, Watson », murmura-t-il un soir. La visiteuse n'était pas un charlatan, c'était un messager. Quelque chose d'ancien s'est réveillé, et quelque part, quelqu'un compte les jours. Nous avions caché la pierre sous le plancher du 221B, protégé par les engins improvisés de Holmes. Fils de sonnette, verrou à fil et un capteur d'inclinaison au mercure qu'il avait adapté d'un mécanisme d'horloge. Cela pouvait paraître excentrique au commun des mortels, mais j'avais depuis longtemps cessé de remettre en question la nécessité de la paranoïa de Holmes face à un adversaire dont les ressources restaient aussi inconnues que ses intentions.
Le 4e matin, une note arriva par courrier privé, portant le sceau du ministère des Affaires étrangères et la signature griffonnée du sous-secrétaire Blanton Arrow. Holmes la lut sans commentaire, puis me la passa. On y lisait « Monsieur Holmes, la maison Carfax a été piratée, dossier manquant. Un commis porté disparu. Demandez votre présence avant que cette spirale ne devienne irréparable. Hearst. Carfax House, demandai-je. Le bureau des affaires cryptographiques, répondit Holmes d'un ton sombre. Techniquement, c'est une sous-division du ministère des Affaires étrangères, même si elle n'apparaît ni dans les registres, ni dans les budgets. Je me doutais qu'il serait impliqué. Et une brèche? Tu crois que c'était l'ordre? Je pense que c'était l'autre côté de la balance, la force opposée. Nous partîmes aussitôt, traversant la ville à bord d'un coupé, fermé. Autour de nous, la circulation matinale londonienne tourbillonnait indifféremment. Des charrettes allaient, des écoliers en bottes, des chauffeurs de taxi criant après des employés en blouse humide. Mais à l'intérieur du wagon, Holmes resta silencieux, les doigts croisés, le regard perdu dans le vague. Carfax House se dressait à l'extrémité est de Whitehall, un bâtiment quelconque en pierre noircie, sans plaque signalétique. Ses fenêtres étaient fermées par des rideaux, son entrée gardée par 2 hommes en civil qui affichaient néanmoins l'attitude de soldats. Ils nous accueillirent d'un hochement de tête, bref, et nous trouvâmes le sous-secrétaire Arrow, qui nous attendait dans un salon qui ressemblait davantage à une chapelle bureaucratique. Classeur en chaîne, piles de folios ficelés, cheminée, étouffé par les cendres. Arrow avait la 50aine, était chauve mais avait un dos fier avec le visage d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. « Holmes, Dr. Watson, merci d'être venu. »« Qu'est-ce qui a été pris ?» demanda Holmes. « Un registre, dit Arrow, semblable à celui que vous avez découvert, mais plus récent, plus dangereux. Il contenait l'emplacement d'enclaves dormantes, des cellules, si vous préférez, que l'on croyait être des branches inactives de l'ordo vitrioli, et un nom. Un nom du dernier Oculus connu, le grand observateur, le chef de la forme moderne de l'ordre. Malloren cherchait ce nom. Il était censuré dans la version qu'il a consultée. Ce n'était pas le cas ici. Le ton de Holmes resta neutre. « Et le commis ?»« Mort, » dit Arrow d'un ton sombre. Son corps a été retrouvé dans la salle. Des archives, verrouillées de l'intérieur. Aucune marque, aucune blessure, comme les autres. Qui a découvert la brèche? Un des agents de nettoyage est arrivé en avance. L'armoire était ouverte, la serrure a fondu. Fondu? Par la chaleur, pas par le feu, pas de carbonisation, seulement par déformation. On n'a jamais rien vu de tel. Holmes se leva et s'approcha de l'âtre, le regard perdu dans les cendres, froide. « Ça change les règles du jeu, dit-il doucement. Il ne se déplace plus dans l'ombre. Il croit que le jeu a commencé. Il s'est retourné. Où était conservé le registre? Dans la chambre secondaire. Je vais te montrer. » Nous avons suivi Arrow par un étroit escalier jusqu'au niveau inférieur de Carfax House, où des portes en fer fermaient certaines sections des archives. L'une d'elles avait été forcée. Sa serrure était affaissée et tordue, comme de la cire embrasée. À l'intérieur se trouvait une pièce bordée de tiroirs à dossiers et de boîtes à parchemin. Au centre se trouvait une table de lecture. Un seul moignon de bougie reposait dans un bougeoir en laiton, brûlant faiblement, comme si quelqu'un s'était attardé ici, jusqu'aux heures les plus sombres. Holmes inspecta le placard et s'accroupit pour examiner le sol. Il passa la main sur les dalles, puis renifla le bout de ses doigts. Pas d'huile, pas de feu. Pourtant, le métal présente des signes de changement rapide de température, une forme de distorsion chimique. « Watson, regarde ici. » Je m'agenouillai près de lui. Le sol portait une marque, un demi-cercle faible mais précis comme le talon d'une botte. À côté, gravé presque imperceptiblement dans la pierre, se trouvait le glyphe familier. Des diamants entrelacés enserrés dans un anneau. Ils ont laissé une signature, ai-je dit. Non,
murmura Holmes. Ils ont laissé un avertissement. Ils n'ont plus peur d'être connus. Il se leva brusquement. Nous devons retourner à Baker Street. Je soupçonne que le vol du grand livre n'était pas la fin de leur projet. C'était le début. De retour au 221B, l'atmosphère était tendue. Holmes inspecta la cachette sous le plancher avec une extrême prudence. La pierre était intacte, mais un petit mot avait été laissé sur l'emballage en tissu, non scellé, écrit de la même écriture en boucle qui avait tracé les phrases latines dans les effets de Malloren. On pouvait y lire « Il n'y a pas de serrures assez profondes, pas de coffre suffisamment hermétique. Le sceau appelle, et il sera exaucé. Renvoyez-le ou regardez ce qui suit. » Il n'y avait ni signature ni date, seulement une petite empreinte en cire du sceau à 2 diamants. Holmes regarda la note en silence. « La situation s'aggrave, dis-je, doucement. Avez-vous l'intention de réagir? Non, pas encore. Et alors? Holmes se redressa. On se prépare. Il se retourna, arpentant le salon avec une résolution croissante. Il est encore possible d'empêcher que cela ne dégénère en chaos. Nous devons identifier l'Oculus actuel, le chef qui commande ses récents mouvements. Rathmaould a servi quelqu'un. Si nous parvenons à nommer cette personne et à la mettre sous le coup de la loi, nous pourrions éviter la tempête qui s'annonce. Il sortit un folio de son bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une douzaine de pages de notes, nom, date et lieu tirés du registre retrouvé. Un nom revient sans cesse, dit Holmes, non pas comme membre officiel, mais comme invité. Un conseiller consulté de l'ordre. Aucune profession n'est mentionnée, aucune date de naissance, mais toujours en marge de leurs réunions les plus importantes. Regardez ici. Il a pointé le nom Thaddeus Linley. Qui est-il? Demandai-je. Je l'ignore, admit Holmes, mais j'ai bien l'intention de le découvrir, car il réapparaît 2 mois avant la mort de Malloren à l'occasion d'un rassemblement à Bristol. Une succession enregistrée sous une fausse société, et un symbole retrouvé sur l'entête, un soleil radieux sur 2. Arche, tu penses qu'il est l'Oculus? Je pense qu'il est le dernier fil, et si nous ne le trouvons pas, il nous trouvera. Ainsi commença l'étape suivante de notre enquête, non pas sous les pavés, mais parmi les couloirs d'archives fanées et les eaux noires d'encre des sociétés anciennes. Thaddeus Linley devint le spectre que nous poursuivions, son nom un code que nous peinâmes à percer. Mais comme Holmes le dit ce soir-là, en préparant notre départ pour Bristol, mieux vaut courir vers la tempête que d'attendre qu'elle arrive. C'est par un après-midi maussade et balayé par le vent que nous arrivâmes au village de Barrows End, à une trentaine de kilomètres de Bristol, où semblait converger la dernière piste de Thaddeus Linley. La campagne était noyée de brume et de bruine, les arbres dénudés tremblaient sous le vent, leurs branches s'entrechoquant comme des os anciens. Le train avait été retardé par une inondation près de Reading, et Holmes était devenu de plus en plus agité pendant le voyage. Ses longs doigts tambourinaient sans rythme sur le banc du wagon, son esprit ressassant sans cesse le nom qui le préoccupait désormais comme un code irrésolu. Thaddeus Linley. Ce nom était apparu à plusieurs reprises dans les annotations du registre retrouvé de l'Ordo Vitrioli, non pas comme un personnage central, mais comme un murmure, toujours présent, jamais entièrement visible, consultant, conseiller, correspondant gentleman, des termes au sens ambigu, jamais concluants, mais pourtant omniprésents dans des événements trop graves pour être ignorés. Nous avons débarqué à la gare du village et avons trouvé un taxi pour nous emmener sur la route boueuse jusqu'au domaine que Holmes avait identifié, creux de Greystone, un manoir répertorié sous la fictive Evermere Trading Company. D'après les registres fonciers exhumés par les contacts de l'estrade, il avait été acheté discrètement 7 ans auparavant et rarement occupé. Pourtant, un compte récent dans le registre faisait état d'un rassemblement à cet endroit, moins de 8 semaines avant le décès d'Edwin Malloren. Un astérisque à côté de l'inscription indiquait « Oubli reconnu »
et à côté, les initiales TL. Le taxi nous déposa au pied d'une longue allée de gravier bordée d'ifs, noueux, leurs auvents recroquevillés comme des conspirateurs. La maison émergea lentement de la brume. Un imposant édifice de pierre grise aux pignons Tudor, aux fenêtres étroites et sombres, dont les cheminées n'exhalaient que le silence. Holmes descendit le premier et resta un moment en contemplation, ses yeux passant de la porte voûtée à la galerie vide du deuxième étage au-dessus. Pas de chevaux, pas de fumée, pas de traces de pas. Mais regardez, de légères traces de roues sur l'allée. Une voiture est arrivée récemment. Peut-être hier soir. Pourtant aucun personnel visible, ai-je noté. Exactement. Soit il est désert, soit il est surveillé. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée et l'avons trouvée verrouillée. Holmes s'est agenouillé et a examiné le cadre. Rayures récentes sur le trou de serrure. Récemment, utilisé, pas rouillé. La maison n'est pas abandonnée. Sans hésiter, Holmes sortit son crochet et actionna le mécanisme. Les serrures cédèrent avec un léger clic, et nous pénétrâmes dans un couloir bordé de portraits délavés et baigné du silence pesant des intérieurs clos. L'air était vicié, imprégné d'une légère odeur de fumée de bougies et d'autres choses, une odeur que je ne pus identifier au premier abord, métallique et sèche. Nous avançâmes prudemment. Le rez-de-chaussée était meublé avec parcimonie, chaises recouvertes de housses, armoires vides, cheminées froides et inutilisées. Pourtant, sur le bureau du salon, trônait un chandelier avec un morceau de cire fraîche et une chaise hâtivement reculée. Holmes examina la cire, toujours souple, brûlée au cours des 12 dernières heures. Il s'approcha de la cheminée et récupéra un petit morceau de parchemin à moitié brûlé parmi les cendres. Il le souleva avec une pince à épiler et le présenta à la faible lumière de la fenêtre. L'écriture était à peine lisible, mais j'ai pu distinguer un seul mot avant que le char ne réclame le reste, convoqué. Holmes le glissa dans son manteau. Il était là, ou quelqu'un agissant en son nom, et ils sont partis précipitamment. Un bruit nous interrompit, un léger craquement au-dessus. Nous nous sommes retournés comme un seul homme. Holmes fit un geste silencieux et nous conduisit vers l'escalier. Le deuxième étage était plus sombre, les fenêtres petites et encastrées. Nous suivions le bruit jusqu'à un bureau à l'arrière de la maison, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Holmes l'ouvrit en le poussant. À l'intérieur, un homme âgé était assis dans un fauteuil à haut dossier, immobile. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Ses yeux étaient ouverts, mais dans le vague et pendant un instant, j'ai cru qu'il était peut-être mort. Mais il cligna des yeux. Holmes s'avança. « Monsieur Linley ?» L'homme hocha lentement la tête. Il était pâle, la peau fine et parcheminée, et sa respiration était rauque. Un châle de soie couvrait ses épaules, et une canne était appuyée contre le bord de sa chaise. « Tu sais qui je suis ?» demanda Holmes. Linley esquissa un léger sourire. « L'homme qui lit ce que les autres enterrent. » Sa voix était à peine audible, sèche comme du parchemin. « J'ai des questions, » dit Holmes, « et j'ai peu de temps. »« Moi aussi, » murmura Linley. « Le temps nous a tous ridiculisés. » Il a tourné son regard vers moi. « Dr. Watson, le chroniqueur de l'intelligence et du danger. Comment vas-tu? » « J'ai lu, » dit-il simplement, « et je m'en souviens. » Holmes resta debout. « Tu étais l'Oculus. »« Non, » répondit Linley. « L'Oculus n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. C'est une lentille. Il voit ce que les autres refusent de voir. Vous avez conseillé l'ordre. Vous avez orchestré des réunions. Vous avez annoté le registre. Et pourtant, vous êtes resté dans l'ombre. Pourquoi ?» Les yeux de Linley se fermèrent un instant, puis se rouvrirent. Parce que l'ordre n'était pas une chose singulière. Il était autrefois noble, gardien d'histoire, mais avec le temps il s'est fracturé, brisé. Basil Rathmold fut l'une de ces fractures. D'autres persistent encore. Holmes s'approcha. « La pierre, qu'est-ce que c'est ?» Le visage de Linley devint grave. « La pierre n'a aucune valeur. C'est un lieu de mémoire, un réceptacle,
un vaisseau de savoir trop vaste pour être confié. Autant, elle contient du langage, des symboles, la convergence de langues anciennes, et parmi elles, un code. Quel genre de code? Les mains de Linley tremblaient. Un livre qui parle à l'esprit, non pas par la compréhension, mais par reconnaissance. Malloren a commencé à comprendre. C'est pourquoi il est mort. Holmes absorba cela en silence. « Et vous ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi rester? Pourquoi attendre ici ?» Linley sourit faiblement. « Parce que quelqu'un doit s'expliquer, avant que d'autres n'arrivent. » Il se tourna vers l'âtre. « Dans le tiroir sous la grille. Prends-le. » Holmes s'agenouilla et récupéra une boîte plate contenant une liasse de papier et un petit carnet noir. La voix de Linley s'éteignait. « Ce sont mes notes. L'évolution du code. Vous en aurez besoin. Il recherche la pierre, non pas pour la vénération, mais pour le commandement. »« Qui le cherche ?» demanda Holmes. Mais le regard de Linley s'était éloigné. Il expira une fois, puis s'arrêta. Je me suis avancé pour vérifier, mais c'était fait. Holmes ferma les yeux du vieil homme et se leva. « Il faut partir. Tout de suite. Mais pas le temps. S'il a dit vrai, d'autres viendront. » Dehors, le vent s'était levé. Le ciel était bas, gris et furieux. Nous retournâmes sur la route, et par chance ou par hasard, le même taxi nous attendait près du chemin, son chauffeur abrité sous un châle. Holmes le paya double et lui ordonna de se dépêcher. En route, il ouvrit le carnet que Linley lui avait donné et en feuilleta les pages. Ses yeux s'écarquillèrent. Ces symboles, Watson, ce ne sont pas que des pictogrammes, ce sont des séquences, mathématiques, linguistiques et même musicales, comme un code destiné à raisonner entre les disciplines. Et la pierre contient ça. Oui, c'est un lexique ou une clé de chiffrement. Et si quelqu'un le déchiffre, il disposera d'un outil capable de remodeler la communication elle-même. Il se tut. Nous sommes rentrés à Londres sous un ciel couvert de nuages, la pluie cinglant maintenant les toits. À Baker Street, Lestrade attendait avec 2 agents de Whitehall. Ils avaient lu le télégramme de Holmes et étaient arrivés préparés. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Lestrade. Holmes lui a remis le carnet. « Une guerre, dit-il, non pas d'armée mais d'interprétation. Et le camp qui apprendra le premier à parler la langue n'aura pas besoin de crier. » Londres avait revêtu son masque de fin d'automne, une pluie profonde jusqu'aux gouttières, ses cheminées laissant échapper une vapeur grise sur un ciel plombé, ses trottoirs glissant de feuilles mortes et de secrets. L'orage qui avait plané sur Barrows End s'abattait désormais sur la ville avec force, et les réverbères de Baker Street brillaient comme des yeux vigilants dans l'obscurité. Au 221B, l'atmosphère était devenue tendue et déterminée. Holmes avait transformé notre salon en un bureau d'études. Chaque surface était recouverte de papiers, de cartes et de symboles copiés de la pierre et du carnet de Thaddeus Linley. 2 jours s'étaient écoulés depuis notre retour de Greystone Hollow et la disparition de Linley, dernier fil visible de la hiérarchie connue de l'ordre. Pourtant, Holmes était loin de déclarer l'affaire résolue. Au contraire, le péril était devenu plus abstrait et immédiat. Les secrets de la pierre avaient commencé à murmurer, mais dans une langue que ni Watson ni moi ne pouvions entendre. « J'ai toujours fait confiance à la déduction », m'a dit Holmes au matin du 10e jour depuis la mort de Malloren. « Mais ça dépasse le calcul du crime, ça confine à l'architecture linguistique. Vous voyez ça ?» Il désigna une série de diagrammes copiés dans les marges, d'une grande feuille de vélin épinglée au mur. Ces glyphes correspondent chacun non pas à un mot ou à une idée, mais à un concept en mouvement, une formule d'interaction. Ils décrivent non pas des événements, mais des relations codées dans l'espace et le temps. « Vous parlez comme si c'était une science, » murmurai-je. « Plus que cela, » répondit Holmes. « Une grammaire d'influence. La pierre n'est pas un chiffre au sens traditionnel du terme. C'est un mécanisme Watson, celui qui réécrit la valeur de la compréhension elle-même. » Il passa un doigt
sur une spirale de caractères. Ces symboles particuliers correspondent à un motif du registre original, un motif qui n'apparaît qu'à proximité des mentions du sceau. Je pense qu'il s'agit d'une séquence d'activation ou d'un avertissement. Nous fûmes interrompus par un coup sec frappé à la porte. Madame Hudson fit entrer un coursier de Whitehall, un jeune homme vêtu d'un manteau trempé de pluie qui tendit à Holmes une enveloppe cachetée avant de s'éloigner sans un mot. Holmes ouvrit l'enveloppe et la lut. Il fronça les sourcils. Il me passa le mot « interception » confirmé près de la gare de Blackfriars. 2 hommes transportaient des sacoches dissimulées. Tous 2 ont été arrêtés. Contenu, charges explosives. Modifiés et miroirs optiques. L'objectif semble avoir été la destruction d'un objet conservé au 221B. Envisager un déplacement. R. Lestrade. Ils ne se contentent plus des menaces, dis-je d'un ton sombre. Ils veulent désormais éliminer complètement la pierre. Holmes hocha la tête. Le désespoir, cela nous indique que nous sommes proches. Quelqu'un craint ce que nous pourrions débloquer. Il s'empressa de récupérer la pierre sous le plancher, enveloppée dans son tissu protecteur. Il la posa sur le bureau et la déballa avec un soin solennel, révélant une fois de plus le boîtier en plomb gravé, les fils de laiton et les sceaux scellés à la cire. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Réévaluation du risque. Nous avons étudié ces marques, nous avons retracé ces traces, mais nous ne l'avons pas ouvert. Pour une bonne raison. Et pourtant, dit doucement Holmes, nous n'aurons peut-être pas d'autre chance. » Il prit un petit instrument en laiton avec une lame tranchante et un mécanisme de verrouillage, un outil d'une délicatesse chirurgicale. Je crois que ce sceau, il désigna l'un des 4 sceaux de cire, n'est pas seulement décoratif. Il contient un loquet encastré dans la cire. Si l'on appuie ici et ici, il y eut un clic. Une minuscule languette métallique se rétracta à la surface. Holmes m'a regardé. « Dois-je continuer ?» J'ai hésité. « Si tu crois que c'est vital, je fais. » Avec une force douce et mesurée, Holmes desserra les fils et replia le boîtier enveloppé de plomb. À l'intérieur se trouvait un panneau cristallin, lisse comme du verre, mais gravé de rainures si fines qu'elle scintillait à la lumière de la lanterne. En dessous, encastré dans un socle en pierre noire, reposait une série de cylindres, rotatifs, telle une boîte à musique assemblée par un mathématicien. Holmes prit une inspiration. « Observe, Watson, un lexique mécanique. Chaque cylindre peut être aligné sur l'un des motifs de glyphes. Lorsqu'ils sont tournés ensemble, il prit une page blanche et commença à dessiner rapidement. J'observais, fasciné, Holmes faire tourner le premier cylindre pour l'aligner sur un caractère qui ressemblait à une spirale jumelle. Les autres cylindres se déplaçaient en même temps, formant un anneau complet. Le cristal au-dessus pulsait faiblement d'une teinte bleutée. Pas exactement de la lumière, mais une sorte de reflet interne. Holmes se figea. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il a ajusté la bague. Un son émergea, d'abord faible puis croissant, une série de tonalités modulées. Ni de la musique, ni des paroles, mais quelque chose d'étrange, comme une langue devenir. C'est de la communication, a déclaré Holmes. Cet appareil n'est pas seulement un code, il répond. C'est interactif. Je m'avançais, captivé. Est-ce qu'il parle? Pas dans notre langue, dit Holmes, mais il connaît les principes de la syntaxe. Il s'adapte à nos informations. Regardez. Il changea de cylindre. Le ton changea. Et puis, de l'intérieur de la plaque de cristal, une forme se forma. Une projection. Une image lumineuse, faible mais réelle. Un diagramme de lignes interconnectées, comme les branches d'un arbre ou les nerfs d'un cerveau. Au centre, le symbole des diamants entrelacés. Holmes murmura « Une carte, pas géographique, conceptuelle, un projet d'influence ». Avant que nous puissions explorer davantage, un coup sec retentit. 3 coups, puis 2, puis 3 à nouveau. Holmes se raidit. « Qui utilise ce coup ?» demandai-je. « Personne. C'est un schéma de chiffrement.
Il s'est déplacé rapidement, éteignant la lanterne et recouvrant la pierre. J'ai attrapé le revolver sur la cheminée. Holmes ouvrit légèrement la porte. Clémence Roque se tenait dans le couloir, trempée jusqu'aux os, les yeux écarquillés et frénétiques. « Ils arrivent, dit-elle. Il faut bouger, tout de suite. Nous l'avons amenée à l'intérieur, l'avons enveloppée dans des couvertures et l'avons assise près du feu. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Holmes. « Je ne l'ai pas fait, dit-elle. J'ai su Vieux-Île vous traquer, vous deux hommes près de Regent's Park. Je les ai entendus dire que ce soir, c'était la convergence, que s'ils ne parvenaient pas à la détruire, ils la reprendraient, par la force. » Holmes resta calme. « Alors ils comptent venir eux-mêmes. »« Oui, dit-elle, et je crains qu'ils ne se soucient plus de savoir qui se met en travers de leur chemin. » Holmes se tourna vers moi. « Watson, tu te souviens du sous-sol des archives de la Royal Society ?» J'ai hoché la tête. « Oui, de l'affaire de l'archiviste disparu. C'est un endroit sûr, silencieux et inconnu de tous, sauf de quelques privilégiés. Nous y apporterons la pierre, et s'ils suivent, ils ne trouveront que de la poussière et de la désinformation. » Nous avons agi rapidement. En moins d'une heure, Holmes avait emballé la pierre dans une fausse sacoche, tandis que le véritable objet, emballé et isolé, était acheminé par un service de messagerie privée connu de l'estrade et muni de faux documents. Nous sommes partis séparément. Holmes par l'allée, moi par la porte d'entrée, Mademoiselle Roque déguisée en fleuriste avec un panier de fruits et légumes. À l'aube, la pierre était nichée dans le coffre le plus profond de la Royal Society, et nous sommes retournés à Baker Street pour trouver notre salon saccagé, livres renversés, armoires cassées, planchers soulevés. « Ils sont venus, dis-je. » Holmes hocha la tête. « Et ils sont repartis les mains vides. »« Bien. » Il regarda vers la fenêtre orientée à l'est, où la lumière du matin filtrait désormais à travers le verre brisé. La pierre est en sécurité, pour l'instant. Et le chiffre? Holmes se tourna vers son bureau et brandit le carnet de Linley. Nous continuons à le décoder, car même si l'ordre est brisé, le savoir qu'il protégeait demeure, et le savoir ne se taira jamais éternellement. Il plaça le carnet à côté des glyphes éparpillés. « Watson, dit-il doucement, ce mystère n'est pas clos. Il n'en est que plus clair. Il y a des cas au cours de ma longue relation avec M. Sherlock Holmes qui se concluent sur un air de triomphe, justice rendue, infamie démasquée et équilibre social rétabli. Ce n'était pas le cas ici. Depuis que la pierre avait été déplacée dans le coffre sous la Royal Society, nos vies à Baker Street prenaient un rythme étrange. Holmes travaillait avec une ferveur proche de la frénésie, dormant rarement, mangeant à peine. Il étudiait les notes de Thaddeus Linley et ses propres tracés de glyphes avec une intensité monastique, traduisant, recoupant et marmonnant des phrases dans une douzaine de langues mortes. Parfois, je craignais pour sa santé et pour son esprit. « Tu dois te reposer », ai-je insisté un soir alors que le vent hurlait derrière les vitres et que le feu brûlait faiblement. Le repos. Holmes me jeta un coup d'œil par-dessus ses papiers. « Watson, l'architecture de ce chiffrement hante des esprits plus grands que le nôtre depuis des siècles. Ce n'est pas seulement un code, c'est un réseau de cadres conceptuels, une récursivité polylingue, destiné à débloquer des associations entre idées. Ces glyphes, il fit un geste vers le vélin. Former une grammaire de la révélation. Chaque séquence, une fois décodée, ne vous dit rien quoi penser, mais comment de penser différemment. Linley pensait qu'un jour, cela permettrait à l'esprit de réapprendre à percevoir le temps et la mémoire, non pas de manière linéaire, mais spatialement. Imaginez que vous vous souveniez du futur aussi vivement que vous vous souvenez du passé. Je me suis adossé à ma chaise, silencieux. Quoi que nous ayons découvert dans la pierre, cela dépassait largement l'espionnage, le meurtre ou même l'idéologie. Nous étions tombés sur quelque chose qui touchait au mécanisme même de la cognition.
C'est alors, dans le silence entre le tic-tac de l'horloge de la cheminée et le soupir du vent, qu'un nouveau coup retentit, doux, délibéré et terriblement familier, 3 rappelants, puis 2, puis 1. Holmes se leva aussitôt, son revolver déjà en main, sans toutefois faire un geste pour le dégainer. Il me lança un regard tendu, indéchiffrable, et traversa la pièce pour ouvrir la porte. Dans le couloir se tenait un homme vêtu d'un manteau de laine anthracite, les mains gantées et portant un col montant. Son visage était partiellement dissimulé par un chapeau à bords étroits, mais ce qu'on en voyait était décharné, presque académique. « Monsieur Holmes », dit-il d'une voix douce et sans accent. « Docteur Watson, veuillez m'excuser pour cette heure. » Holmes hocha brièvement la tête. « Et vous ? Mon nom importe peu. Je représente un groupe qui a suivi votre travail avec un intérêt considérable. » Holmes ne dit rien. L'homme continua. « Au cours des 2 dernières semaines, vous avez bouleversé une tradition antérieure à la notion actuelle d'État-nation. Vous avez interféré dans sa tutelle, vous vous êtes approprié un objet scellé, et vous tentez maintenant d'interpréter ce qui ne vous appartient pas. « Et que souhaite votre groupe de moi ?» demanda Holmes froidement. Silence. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans un étang calme. « Silence », répéta Holmes. « Tu veux dire capitulation ? Appelez-la comme vous voulez, mais votre compréhension de la pierre est partielle, dangereuse. Les motifs qu'elle contient ne sont pas seulement informatifs, ils sont instructifs. Leur décodage complet modifie la perception, la cognition et les conséquences. »« Alors il n'aurait jamais dû être caché, » répondit Holmes d'une voix basse et mesurée. « Les secrets s'enveniment dans l'obscurité. Ce que vous avez enfoui sous les temples et les pavés a déjà coûté des vies. » Le regard du visiteur s'aiguisa, et il pourrait en réclamer davantage si la chaîne est dérangée. Ne prenez pas notre civilité pour de l'impuissance. Holmes haussa un sourcil. « Vous me menacez, monsieur ? Je vous préviens. La pierre a été scellée par un pacte plus ancien que votre Parlement. Son apparition n'était pas prévue pour ce âge. » Holmes traversa lentement la pièce et retourna à son bureau. Il prit le carnet de Linley et tourna quelques pages. Il y a ici un passage non signé mais annoté. Si nous craignons le contenu du chiffrement, ce n'est pas parce que nous nous méfions de son message, mais parce que nous savons qu'il rend le secret obsolète. Est-ce là ce qui trouble votre groupe? Que l'outil même que vous avez dissimulé puisse désormais démanteler votre monopole. L'homme n'a rien dit. Holmes leva les yeux. Vous arrivez trop tard. La pierre n'est plus là, elle est en sécurité, dispersée, et des fragments de son contenu sont désormais hors de votre portée. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le visage de l'homme. Ni peur, ni colère, mais ni colère. Calcul. Alors disons ceci. Si votre traduction entraîne des conséquences que vous n'anticipez pas, nous ne vous protégera pas d'eux. Holmes sourit faiblement. C'est très généreux. L'homme s'inclina légèrement. Vous avez 7 jours. Ensuite, la phase suivante commence, avec ou sans votre participation. Et sur ce, il se retourna et disparut dans les escaliers, ses pas engloutis par la nuit. La porte se referma avec un léger clic, et Holmes se retourna à son siège. « Je soupçonne que ce n'était pas un émissaire oisif. » dis-je. « Non, » acquiesça Holmes. « Il appartient à ce qui reste du cercle intérieur, non pas à l'ordre tel que nous l'avons connu, mais à ses architectes, ses gardiens. » « Gardiens de quoi ?» Holmes fixa le feu. « Il ne faut pas tarder, Watson. Ils n'ont aucune intention de détruire la pierre. Ils ont seulement voulu reporter sa compréhension, le transmettre sans cesse de main en main, de génération en génération, sans révéler sa véritable nature. Mais maintenant, il est peut-être trop tard. » Il se leva et sortit de sous le plancher une deuxième liasse de documents, une sauvegarde de ces pages décodées, cachées à tous sauf à lui. Nous devons terminer la traduction. Non seulement pour comprendre ce qu'ils ont gardé, mais aussi pour déterminer ce qui se passera si le schéma complet est révélé. « Tu crois toujours que c'est juste du langage ?» ai-je demandé.
Holmes marqua une pause. Non, pas seulement. Je crois que c'est un instrument. Un mécanisme qui remodèle la cognition. Peut-être même le temps. Imaginez, si on apprenait au cerveau à traiter le sens selon des géométries récursives, couche après couche, que percevrait-il d'invisible actuellement? Et si cela tombe entre de mauvaises mains? Holmes me regarda solennellement. L'esprit humain pourrait alors devenir une arme non pas de violence, mais d'influence. Un monde où croyance et vérité seraient indissociables. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Cette nuit-là, Holmes et moi avons travaillé ensemble, peut-être plus intensément qu'à aucun autre moment de notre carrière. Grâce aux annotations de Linley, aux transcriptions de Miss Roke, trouvées clandestinement lors de son bref séjour dans les archives de l'ordre, et aux déductions de Holmes lui-même, nous avons poussé le système de glyphes au-delà de ses limites. Nous avons découvert des séquences qui ne se comportaient plus comme des symboles passifs, mais comme instructions, des lignes directrices pour réorganiser le langage, des comparaisons imbriquées les unes dans les autres comme des coquilles. La signification d'un symbole changeait en fonction de ce qui le suivait. C'était un code évolutif, non pas statique mais vie. Et puis, juste avant l'aube, Holmes s'arrêta. Il avait atteint le bout d'une longue chaîne de glyphes, jusque-là incomplète. Il dessina une dernière courbe, la relia par un trait vertical, puis resta assis, immobile. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Holmes m'a tendu la page. La ligne traduite disait « Le lecteur devient le code, l'esprit perpétue le modèle. Ce qui commence comme interprétation finit comme transformation. » J'ai regardé Holmes. « Tu y crois ?» Il était pâle, mais calme. Je fais. « Et maintenant ?» Holmes se leva, s'étira lentement et se dirigea vers la fenêtre. Londres scintillait derrière la vitre, vaste et inconsciente. « Nous y parviendrons, Watson, mais avec prudence. Et nous déciderons, ensemble, si l'humanité est prête pour la suite. » Je le rejoignis à la fenêtre. Au loin, Big Ben sonnait 6 heures. La ville ne savait pas encore que sous ses rues, derrière son silence, une écriture ancienne avait commencé à s'éveiller, non pas dans la pierre, mais dans l'esprit des hommes. C'est une curieuse caractéristique de l'esprit humain que de rechercher des conclusions, même sur des sujets qui pourraient le défier. Mes années aux côtés de M. Sherlock Holmes m'ont appris que toutes les énigmes ne se terminent pas au tribunal, ni tous les criminels enchaînés. Pourtant, que s'est-il passé dans le dernier chapitre de l'affaire que nous avons appelée « Le crime sous l'arche pavée » il comportait une rare plénitude, bien que d'un genre qui n'est pas facile à exprimer à voix haute, même maintenant. 7 jours s'écoulèrent après la visite de l'émissaire. 7 jours durant lesquels Holmes et moi poursuivîmes le chiffrement avec une précision désespérée, cherchant non pas à le résoudre entièrement, mais à comprendre les limites de son influence. Car, bien que nous ayons découvert des phrases d'une clarté troublante, le lecteur devient le chiffrement, et la vérité s'inverse lorsque la structure se ferme. Parmi elles, il nous manquait encore le chaînon final, la clé de la fermeture du schéma spiralé de Linley. Là, Pierre resta en sécurité dans son lieu de repos, au sein de la sous-chambre de la Royal Society. Lestrade avait renforcé la sécurité à la demande de Holmes, bien que les archives officielles aient répertorié l'objet comme un spécimen géologique sous examen restreint. Mademoiselle Roke, quant à elle, resta en exil de son propre gré, n'envoyant qu'un seul télégramme au cours de cette dernière semaine, ne le laissez pas disparaître à nouveau. Trop de gens sont morts pour le silence. CR le matin du 7e jour, Holmes resta assis, immobile, pendant près d'1 heure, les mains jointes sous le menton, les yeux clos. Ce n'était ni de la méditation ni de l'épuisement. C'était cette étrange incubation mentale que j'avais déjà observée, lorsque son raisonnement atteignait un précipice et attendait la prochaine étape concrète. Finalement, il ouvrit les yeux et dit « Ce n'est pas une question de langue. Je pensais que tout cela avait déjà été établi. » Répondis-je en sirotant une tasse de thé tiède. « Non, » répondit Holmes fermement, «
Je veux dire, ce n'est pas à propos langue, il est langue. Il se leva brusquement et se dirigea vers le tableau noir qu'il utilisait pour le chiffrement. Nous avons traité ces glyphes comme une clé de la connaissance. Mais ils sont plus que cela. Ils sont une structure fonctionnelle, un ensemble de conditions auto-réplicatives. Chaque phrase traduite influence l'interprétation de la suivante. C'est une syntaxe vivante, pas seulement un enregistrement de sens, mais une transformation récursive. En termes clairs, Holmes. En termes simples, dit-il, lire. Le code vous transforme. La pierre n'est pas un message, c'est un mécanisme de métamorphose cognitive. Le silence entre nous s'éternisa. J'en compris suffisamment pour sentir une froide caresse à la base de ma colonne vertébrale. Vous voulez dire que l'exposition à cela modifie le fonctionnement de l'esprit? Oui, et pas seulement au sens poétique du terme. Je crois que les auteurs originaux du chiffrement ont codé un modèle si fondamentalement riche, si universel, qu'il déclenche une modification structurelle des centres linguistiques du cerveau. Linley était sur le point d'en prendre conscience lorsque nous l'avons trouvé. Il marchait maintenant de long en large, son manteau fouettant faiblement derrière lui. Je crois que l'ordre redoutait cette transformation. Ou plutôt, il craignait qu'elle ne tombe entre des mains indignes. Ils ont bâti leur rituel, leur secret non pas pour vénérer la pierre, mais pour retard son plein fonctionnement a duré jusqu'à ce que les esprits et les méthodes soient prêts. Mais maintenant, les pièces sont en mouvement. Nous ne pouvons pas les arrêter. Alors que reste-t-il, demandai-je, pour les guider, ou du moins pour choisir où l'éveil commence? Ce soir-là, Holmes demanda une audience à Lestrade, Arrow, du ministère des Affaires étrangères, et à deux hommes dont je n'ai jamais su les noms, bien que leur attitude et leur silence sec suggéraient une autorité supérieure à la sphère publique. Nous nous sommes réunis à la Royal Society après la tombée de la nuit, où Holmes présenta les dernières pages du travail de chiffrement de Linley, ainsi que ses propres déductions à noter. La décision qui nous attend, a déclaré Holmes, s'adressant au groupe depuis le bord de la chambre circulaire du coffre-fort, n'est pas de savoir si nous préservons la pierre, mais comment nous façonnons le monde qui doit inévitablement y faire face. Suggérez-vous une diffusion? Demanda Harrow d'une voix tendue. Ce scénario ne pourrait déstabiliser des systèmes entiers. Ou révéler la fragilité de systèmes déjà brisés, répondit Holmes. Ce savoir, quel que soit son potentiel, ne peut être désappris. L'enfouir à nouveau, c'est ouvrir la voie à la catastrophe lorsqu'il est révélé par des mains moins intègres. L'un des hommes anonymes, aux cheveux gris et à l'allure d'un général à la retraite, parla doucement. « Alors, que proposez-vous, monsieur Holmes ?» Holmes se tourna vers la pierre, sa surface désormais atténuée, mais bourdonnant faiblement du souvenir de son activation. Nous le plaçons là où les esprits peuvent le contester, non pas dans le secret, mais dans la vigilance. Nous créons une fausse piste pour détourner l'attention de ceux qui voudraient l'utiliser comme arme. Et nous laissons la vraie clé, la séquence finale de Linley, en fiducie, jusqu'à ce qu'il puisse être examiné avec prudence et conscience. « Vous faites confiance à votre conscience ?» demanda l'homme presque avec un ricanement. « Je fais confiance à la raison », répondit Holmes, « et je suis convaincu que lorsque la compréhension n'est pas occultée, mais scrutée, l'esprit conserve son humanité. Il n'y a pas eu d'accord immédiat, mais il n'y a pas eu non plus de protestation. Dans les jours qui suivirent, le plan prit forme. La pierre ne fut ni détruite ni rendue publique. Elle fut séquestrée, transférée dans des archives de recherche sous une appellation fictive, avec un accès contrôlé réservé à un cercle restreint de chercheurs versés en linguistique et en logique. La séquence de glyphes finale, celle que Holmes croyait compléter la récursivité cognitive, fut supprimée de tous les documents et dissimulée sous un cryptage que lui seul comprenait. Miss Roke, contactée une fois de plus par des canaux secrets, accepta de servir de gardienne de ce qui restait de la tutelle originelle de l'ordre. Son savoir et sa force tranquille garantiraient que les erreurs du passé ne se reproduisent pas trop vite.
Et Holmes? Holmes fit ce qu'il faisait toujours après une affaire. Il s'évanouit dans ses pensées. Pendant une semaine, il parla peu, si ce n'est pour quelques réflexions occasionnelles sur des sujets sans rapport. Les habitudes particulières des abeilles en hiver ou les variations non indexées de la notation musicale allemande. Je craignais qu'il ne se replie sur lui-même, mais en réalité il se libérait. Puis un matin, alors qu'il neigeait faiblement sur Baker Street, il sortit dans le salon avec son violon et joua. Ce n'était pas le chant irrégulier auquel je m'attendais dans ces moments d'introspection, mais une mélodie claire et mélancolique, simple, posée et étrangement exaltante. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers moi et sourit faiblement. « Le code demeure, Watson, mais nous aussi. » J'ai hoché la tête. « Vous avez donné du temps au monde. Le temps est tout ce que nous possédons, » a-t-il déclaré. Et ce que nous choisissons d'en faire, c'est la séquence finale. Dans les mois qui suivirent, la vie publique reprit son cours. Les noms de Malloren Tremaine Linley ne figuraient ni dans les gros titres ni dans les livres d'histoire. Mais les répercussions de leurs actes se répercutaient sous la surface, tel un courant invisible sous une eau calme. Quant à moi, j'écrivais, comme toujours, mais cette fois j'attendis avant de prendre la plume. J'avais besoin de temps pour comprendre ce qui pouvait être dit et ce qui devait rester entre Holmes et ces quelques personnes qui portaient le poids d'un savoir indicible. Je crois maintenant que Holmes n'a jamais cherché la vérité pour elle-même. Il a cherché sa forme, sa discipline. Dans les glyphes de la pierre, il ne trouva pas de révélation, mais de responsabilité. Et c'est avec cette pensée que je conclus ce récit, final avec l'image de mon ami près du feu, silencieux, vigilant et résolu, tandis que Londres tournait son visage fatigué vers l'inconnu.